Bienvenue sur le podcast de Claire. Comment ça va, Shaiman? Ça va très bien et toi? Ça va? Je peux pas me plaindre. Bonne année, déjà. Merci beaucoup, bonne année à toi. Ça compte, on est bientôt mi-janvier, mais c'est toujours, normalement, ça compte. On va parler de l'année 2025 déjà. On va commencer par faire une sorte de récapitulation rétrospective de ce qui s'est passé dans le domaine de l'IA. On va tout de suite mettre un petit disclaimer, une petite alerte ou un avertissement que on va pas pouvoir couvrir tout ce qui s'est passé. Évidemment, on va sûrement oublier des choses, donc vous serez libre dans les commentaires de nous dire vous avez pas parlé de ça. Donc évidemment, mais on va essayer de au moins couvrir les choses qui nous ont paru les plus importantes. Donc voilà, je commence tout de suite par te poser la question, quelles sont les avancées en termes de capacité de l'IA? Je pense que on peut commencer par là. Les capacités, comment l'IA a évolué, qu'est-ce que les IA peuvent faire à la fin de 2025 qu'elles ne pouvaient pas faire au début 2025 par exemple, ou même 1 ou 2 ans avant. Moi, j'ai identifié, on va dire, 5 grandes tendances en 2025. La première, c'est tout ce qui concerne les intelligences artificielles multimodales. C'est-à-dire que jusqu'ici, on a beaucoup parlé de LLM pour Large Language Model, des grands modèles de langage qui s'entraînent et qui recrachent essentiellement du texte. Mais en 2025, l'IA a vraiment fini d'achever son évolution vers des modèles multimodaux davantage que vraiment centrés sur le texte. À la fois en output, en sortie de ce qu'elle nous donne, elle peut générer des images, des vidéos, mais aussi en entrée dans l'entraînement même de ces IA. Maintenant, il y a des images qui sont intégrées, il y a des vidéos qui sont intégrées, il y a de l'audio qui est intégré. Et ça change quand même beaucoup de choses parce que ça enlève tout un tas de conceptions qu'on pouvait penser comme étant des limitations vraiment de l'intelligence artificielle. Par exemple, des gens se disaient non mais jamais l'IA n'aurait de modèle du monde parce que c'est uniquement lié au texte et le texte n'a pas assez d'informations pour vraiment que l'IA puisse avoir une représentation du monde. Bon, déjà on a vu qu'avec uniquement le texte c'est déjà faux. On a vu que par exemple elle est capable de jouer aux échecs, d'imaginer une sorte de jeu d'échecs dans sa tête, de recréer ça même avec uniquement du texte. Mais là maintenant qu'on a de la vidéo par exemple qui est intégrée, clairement, on a un step qui a été franchi. De ce point de vue-là, il y a vraiment des modèles du monde à l'intérieur des IA. Et d'un point de vue multimodal, on a quand même eu des avancées majeures cette année. Je pense notamment à tout ce qui s'est passé avec GPT-4o qui a lancé son générateur d'images. Ça a été vraiment un palier très important où avant, la génération d'images, c'était vu comme un truc un peu bizarre. Il y avait quand même pas mal de bugs et tout. Et là, avec GPT-4o, puis notamment tout le phénomène où tout le monde s'est transformé en photo Ghibli, ça a quand même enflammé la toile et puis tout le monde a vu que c'était possible de faire des images très photoréalistes, très impressionnantes avec l'IA. Et puis pareil, en fin d'année, avec Sora, notamment d'OpenAI pour ce qui concerne la vidéo, et puis VO3 de Google, on atteint vraiment des niveaux photoréalistes où maintenant sur, pas toutes les vidéos, mais sur une bonne partie des vidéos, c'est vraiment plus possible de faire la différence entre une vidéo générée par IA et puis une vidéo qui ne l'est pas, qui a été réellement filmée. Donc ça, c'est quand même des avancées vraiment majeures. C'est vrai que c'est aussi peut-être la première fois où les gens ont vraiment eu l'impression que c'était accessible, alors qu'avant fallait être un petit peu un prompt engineer. Tu voyais des fois dans les forums, ils se copiaient les prompts pour obtenir un certain style. Il fallait mettre cinématique, DSLR, 2K, enfin tous ces trucs-là, ajouter c'est encore un peu le cas aujourd'hui si tu veux vraiment pousser le truc, mais tu peux. Et puis même déjà, un truc intéressant, c'est qu'on s'est rendu compte, tu sais, à un moment donné, on se disait, le métier du futur, c'est de prompt engineer. Un petit peu comme il y a 5-10 ans, tout le monde disait, si tu veux un métier d'avenir, il faut être programmeur. Et en fait, les IA sont aujourd'hui meilleurs prompt engineers parce que moi, quand j'ai un problème, quand je veux générer une image, je vais sur ChatGPT ou Gemini ou autre, je dis, j'aimerais générer une image de machin, je vais utiliser Nano Banana Pro ou peu importe, donne-moi un prompt. Et je copie le prompt. L'IA fait des meilleurs prompts que nous-mêmes, c'est terrible. C'est ça, donc même là, l'humain est mis de côté dans la boucle. C'est intéressant, ouais. Et donc, tu l'as mentionné, donc GPT-4o, donc qui était un mini-modèle, premier un peu modèle comme ça, multimodal. Et puis c'est intéressant la course entre Google et DeepMind et OpenAI, parce que c'est vraiment à chaque fois, il y en a un qui lance un modèle, l'autre qui arrive derrière. On a vu pareil pour les images récemment. Gemini, donc DeepMind a sorti Nano Banana. ChatGPT s'est retrouvé face à finalement une sorte ils ont même appelé ça le code rouge.
où ils se sont dit faut absolument pousser à fond là-dessus. Pendant 2 semaines, là, tous les ingénieurs ils bossent à fond pour qu'on ait un modèle qui soit un peu comparable. Et aujourd'hui, c'est vrai que le ChatGPT en mode image génération, il costaud aussi. Donc voilà, ils se tiennent ils se tirent la bourre, quoi. Clairement, on voit que ce phénomène de course s'est beaucoup amplifié aussi. C'était déjà le cas auparavant, notamment quand OpenAI avait sorti ChatGPT. Google avait lancé un code rouge interne pour dire que vraiment c'était la catastrophe, qu'il fallait qu'ils fassent des choses de leur côté. Et ils ont mis longtemps quand même à rattraper ChatGPT, mais là c'est bon, Google est vraiment à nouveau dans la course, voire même leader du domaine. Et ils ont des avantages aussi qui sont assez importants parce que déjà ils ont un cache quasi infini. Enfin, c'est une des plus grosses entreprises au monde, largement plus qu'OpenAI, même si OpenAI est très grosse aussi. Puis surtout, ils sont déjà intégrés dans l'ensemble de nos habitudes au quotidien. On a l'habitude d'utiliser Gmail, Google Maps, ils ont accès à toutes les données du web, ils ont YouTube, ils ont des avantages stratégiques qui sont quand même vraiment importants. Et même d'un point de vue de la recherche fondamentale, ils sont extrêmement bons. Il y a eu notamment Demis Hassabis, qui est le directeur de la branche qui s'occupe de l'IA chez Google, qui a eu un prix Nobel et qui a continué à faire des avancées vraiment importantes en IA cette année. Et c'est vrai que par exemple d'un point de vue de la génération vidéo, ils ont pris d'avance OpenAI qui a dû de leur côté de nouveau lancer un code rouge pour les rattraper. Et d'ailleurs d'un point de vue de la génération vidéo, c'est intéressant de noter aussi que OpenAI a lancé un réseau social donc basé sur Sora, leur outil de génération de vidéos. Donc un réseau social qui est vraiment centré sur l'intelligence artificielle. Toutes les vidéos qui sont des formats courts comme TikTok, Instagram Reels ou YouTube Shorts, sont vraiment générées par IA. Et ça, c'est quand même une étape importante. Je pense que le réseau social fonctionne pas encore extrêmement bien parce qu'on n'a pas encore atteint ce palier parfait qui fera qu'il y aura vraiment un essor de ce point de vue-là. Mais je serais pas étonné qu'on puisse atteindre ça en 2026 et puis que ça représente un peu historiquement quand même un basculement vers un Internet qui est de plus en plus généré par IA et de moins en moins créé par les humains, quelque part. Ouais, c'est clair. Il y a, le terme, c'est AI slope. C'est une sorte de pente vers l'IA, comme si l'IA, c'était un monstre et elle attendait la bouche ouverte. Et nous, on glisse dans une pente. Internet glisse dans une pente vers cette bouche. Elle avale tout. Et c'est vrai qu'il y a eu quand même un peu un backlash sur cette plateforme de réseau, parce que finalement, les gens se disent ok, j'ai passé 10 minutes à générer des vidéos, et puis j'ai regardé ce que les autres ont fait. Alors, il y a quand même quelques phénomènes qui ont l'air de prendre sur YouTube, sur d'autres réseaux, par exemple les faux Star Wars. Je vois plein peut-être parce que j'aime Star Wars, donc forcément je suis dans mais j'ai vu passer quelques vidéos, des petits courts-métrages, genre qu'est-ce qui se passe entre l'épisode 3 et l'épisode 4, juste après que Dark Vador et l'armure, tout ça, il va voir la tombe de Padmé, enfin tous ces trucs-là. C'est des questions que les gens peuvent avoir dans leur imagination, et aujourd'hui, il y a des créateurs qui se disent, je vais le faire, je vais le réaliser. Ça a l'air d'être un truc qui a été fait par Lucasfilm en 2005, ça aussi beau. Et ça, c'est intéressant parce que j'avais du mal à le concevoir quand même il y a 15 ans, mais j'avais quand même cette intuition que ça serait possible un jour, que un gamin de 15 ans, avec deux fois rien et presque pas d'argent, il pourrait faire un blockbuster chez lui dans sa chambre. Et on y est presque. Si tu passes quelques heures, quelques semaines, on va dire, tu peux faire un long métrage. Alors après, est-ce qu'il y a un public? Et ça, je suis moins sûr. C'est un peu comme la génération de podcasts par IA. C'est possible de le faire. Tu prends un PDF, tu le fous dans Google Notebook, je crois, et tu génères un podcast, 2 voix comme ça. Même en français, ça existe maintenant. Est-ce que c'est intéressant? C'est difficile à dire. En fait, moi, je pense qu'on n'a pas encore atteint une qualité suffisante pour que les œuvres vraiment entièrement générées par IA soient vraiment intéressantes et puis aient un impact culturel majeur. Par contre, ce qui est intéressant de noter, c'est qu'on a atteint une qualité suffisante pour que l'IA puisse reprendre et se baser sur des œuvres culturelles déjà développées et puis là, très bien fonctionner. Là, t'as cité Star Wars. Moi, récemment, j'ai terminé la dernière saison de Stranger Things sur Netflix et énormément de personnes ont été déçues de la fin. Bon, souvent, c'est le cas dans les séries, les fans sont très déçus des fins de séries. Là, pour le coup, moi, mon feed Instagram est rempli de personnes qui ont créé des fins alternatives avec
Eleven qui est face aux cascades, etc. Donc, donc en effet, ça c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus. Et en ça, je trouve que ça marque aussi un passage important vers ce que Rafi Aladjian appelle le post-web, c'est-à-dire un web qui n'est plus basé sur vraiment des sortes de points communs entre tous les citoyens, où tous on va voir la même vidéo, le même film, etc. Mais au contraire des œuvres qui sont de plus en plus personnalisées. Avec là, typiquement, chacun qui, de son côté, peut créer une sorte de fin alternative à Stranger Things parce qu'ils n'ont pas aimé la fin. Et ça, je pense, c'est vraiment le début de quelque chose qu'on va voir de plus en plus en 2026 et ces prochaines années, des œuvres qui seront vraiment adaptées aux spectateurs. Par exemple, si le spectateur préfère avoir des personnages thaïlandais à l'intérieur de sa série parce qu'il est thaïlandais, il a l'habitude de voir des Thaïlandais au quotidien, il n'a pas envie de voir des Occidentaux, ça serait quelque chose qui sera possible. Si on a envie qu'il y ait un film qui réponde à telle ou telle idéologie ou qui ait une fin un peu alternative, a priori, je pense que ça, c'est des choses qui vont se développer de plus en plus. On va perdre un peu cette idée de culture commune où on sera tous attachés à un même élément culturel et de plus en plus rentrer dans cette espèce de post-web, justement, où tout devient personnalisé. Et c'est la même chose d'un point de vue des musiques qui pourront s'adapter en fonction de ce qu'on voit au quotidien. Peut-être qu'on aura par exemple des lunettes intelligentes ou ce genre de choses qui pourront capter ce qu'on voit. Ces lunettes, elles pourront intégrer des haut-parleurs afin d'entendre ce qu'on entend au quotidien. Et donc forcément s'adapter comme ça à quelque chose de beaucoup plus personnalisé plutôt que de devoir nous-mêmes faire l'effort de sortir nos smartphones et d'accéder à la même vidéo que tout le monde a vue. Un web beaucoup plus personnalisé et en temps réel. À mon avis, 2026 marquera les premiers pas dans cette direction. Ouais, c'est vrai que c'est une analyse qui peut, enfin, ça paraît être plausible en tout cas. J'ai aussi noté forcément qu'il n'y avait pas que ChatGPT et Gemini, même si il y a eu, on peut mentionner aussi forcément cette année il y a eu GPT-5 qui est sorti. T'en as fait une vidéo d'ailleurs. Il y avait pas mal de gens qui étaient déçus, mais en réalité, ce qui est sous le capot, c'est quand même impressionnant. Et ils ont comme ça, ils ont unifié leur modèle aussi au niveau raisonnement et les modèles rapides, tout ça, c'est tout intégré dans le même modèle. Donc en fait, quand tu discutes avec ChatGPT, tu peux plus vraiment sélectionner exactement. Tu peux encore, je crois, tu sais, des modèles anciens, mais d'ailleurs, ce qui est intéressant aussi, quand c'est passé à GPT-5, OpenAI, ils ont supprimé GPT-4. Il y a eu pas mal de gens qui étaient tristes, ce qui montre déjà finalement qu'on se fait berner d'une certaine façon, ou qu'on est manipulable, qu'on est attaché à ces IA, des outils, mais que certains considèrent peut-être comme des amis, des confidents. Ils ont raconté toute leur vie sur GPT-4, et du jour au lendemain, ils se lèvent, il n'y a plus GPT-4. C'est vrai que ça peut être un petit peu flippant, quoi. Et du coup, Sam Altman sur Twitter et tout, il a dit je vais remettre GPT-4 pour ceux qui le veulent. Bon, mais c'est intéressant. Mais il y a aussi donc Meta qui a forcément aussi ses propres trucs. Ils ont Llama 4, je crois, en ce moment. Mais qui reste quand même bien en retard. Hein. Moi, je suis impressionné de ça. Ils ont quand même beaucoup de peine. Et d'ailleurs, c'est intéressant de voir que Yann Lequin a quitté Meta, donc celui qui était un peu en charge de l'IA chez Meta. Et que maintenant, ils ont mis quelqu'un d'autre qui est beaucoup plus axé justement sur les LLM et les grands modèles de langage. Donc, de ce point de vue-là, c'est possible qu'ils rattrapent leur retard maintenant que Yann Lequin a été viré, je ne sais pas. D'ailleurs, aussi un truc intéressant à noter puisqu'on est là-dessus, c'est que pour la première fois, on va dire dans l'histoire, je pense, cette année en 2025, une personne a été embauchée pour une somme qui est qui paraît, je pense que c'est le plus gros salaire de l'histoire de l'humanité. Enfin, cette personne-là, si on considère qu'elle a été débauchée, qu'on considère, je sais plus combien, j'ai des centaines de millions, quoi, quelque chose comme ça. Voilà, donc c'est ce qu'il faut aujourd'hui pour débaucher ce qu'on considère comme les talents les plus impressionnants en IA. D'ailleurs, c'est celui qui a remplacé un peu Yann Lequin. Meta, quand ils ont voulu créer leur team de super alignement, enfin de super intelligence justement, pour développer cette super intelligence, donc une IA qui serait vraiment des ordres de grandeur supérieurs à l'humanité dans tous les domaines, c'est vraiment leur but. Et quand ils ont réfléchi à qui mettre là-dedans, la première chose qu'ils se sont dit, c'est toute personne qui veut partir d'une autre entreprise pour rentrer dans notre team, eh bien on lui offre 100 millions de bonus. Donc c'est sans parler du salaire ou quoi que ce soit, c'est juste hop, tu entres dans l'entreprise, tac, 100 millions en cash direct. Donc c'est quand même vraiment mirobolant, en effet. Ça montre à quel point ces géants de la tech pensent que l'intelligence artificielle va être une technologie absolument révolutionnaire sur tous les niveaux
et puis que celui qui va maîtriser l'IA va maîtriser tout un pan de la vie et de la société de plus en plus, et donc ils sont prêts à investir leurs économies pour être au top et puis avoir les meilleurs talents dans leurs équipes, quoi, mais avec des sommes qui dépassent l'entendement, c'est clair. D'ailleurs, ouais, pas mal de gens disent que ça peut pas continuer comme ça parce que c'est forcément des sommes monstrueuses et qu'il y a forcément aussi une envie de récupérer quand on est un investisseur, quand on dépense autant ce qu'on a mis. Donc, ils pensent qu'il y aura des trillions potentiellement de bénéfices à faire. Et donc, on a aussi un autre acteur dans le paysage un petit peu de l'IA qui reste américain, évidemment. C'est X aussi qui ont sorti, donc ils ont continué un petit peu aussi leur développement. Elon Musk, je sais pas si c'est cette année ou si c'est l'année dernière, mais ça a été incroyable à quel point il a pu déployer des nouveaux centres de données pour entraîner des IA avec des GPU. Tu sais, il a fait une sorte de build-up, de construction en un temps record. En tout cas pour les États-Unis, peut-être qu'en Chine ça va plus vite, mais voilà, je sais plus, c'était quelques semaines au milieu de rien, quoi. Il a créé des infrastructures monstrueuses pour entraîner probablement gros 4 ou 4.1 maintenant. Et moi, j'ai été assez impressionné de X. Honnêtement, j'aurais pas parié sur eux parce que quand même, il y a un aspect où c'est très compliqué d'être à la pointe du domaine. Il faut des talents, il faut des puissances de calcul importantes. Enfin, c'est quand même vraiment pas évident. Et pourtant, ils y sont parvenus de façon assez impressionnante. Et là, c'est vrai que Elon Musk est encore en train de construire Colossus 2, donc un centre de calcul encore plus puissant. Et d'ailleurs, de ce point de vue-là, en termes de centre de calcul, 2025 a vraiment marqué une rupture aussi, notamment en début d'année avec l'annonce du projet Stargate, qui était l'annonce d'un projet de 500 milliards d'investissements dans les infrastructures nécessaires à l'intelligence artificielle. Et ça, quand on y pense, c'est quand même fou. 500 milliards, ça représente 17 fois le prix du projet Manhattan, qui a abouti à la création de la bombe atomique, et 3 fois le prix du programme Apollo, qui a amené les premiers humains sur la Lune, avec l'inflation pris en compte. Donc on est vraiment face à un des plus gros projets industriels de l'histoire, sur lesquels les États et les entreprises sont prêtes à investir des milliards pour dominer le jeu à quelque part. Et on peut le voir aussi, on peut le voir d'un point de vue de l'investissement en argent, mais aussi en termes de ce que ça représente en énergie. Ce qui est en train de fabriquer en fait Stargate, donc qui est juste un projet parmi d'autres, hein. Et en fin 2029, c'est prévu que ça représente 10 gigawatts, ce qui représente plus que l'entièreté de la consommation électrique de la Belgique, pour un seul projet d'intelligence artificielle dans un seul pays. Donc je sais pas si on se rend compte des ordres de grandeur, mais vraiment, on est face à un des plus grands projets de l'histoire de l'humanité, quoi. Ouais, non, mais c'est ça, c'est clair. Et c'est d'une certaine façon, ils mettent leur argent là où est leur bouche, tu sais, comme on dit en anglais. C'est-à-dire, ils parlent, mais ils mettent aussi l'argent là où dans ce qu'ils disent. Toi, c'est pas juste, fais ce que je dis parce que je fais. C'est un peu ça l'expression en français, j'imagine. Mais eux, non, hein, ils font ce qu'ils disent, quoi. Et donc, c'est vrai que, alors après, ça peut être risqué pour eux, mais c'est vrai. Et c'est pour ça que pour revenir à Google, le fait qu'ils ont un parapluie, un portefeuille plutôt de projets différents, notamment si on prend Alphabet, eux, carrément ils ont investi dans la biotech, ils ont des projets de recherche en fusion nucléaire et compagnie. Du coup, je les sens beaucoup plus stables en cas de grosses claques économiques finalement. Si tous les projets des LLM, tout ça, ça mène finalement pas à grand chose ou ça stagne ou quelque chose comme ça, Google, ils vont survivre. Alors qu'OpenAI, honnêtement, si en 2028 ils n'existent plus, je serais pas très surpris non plus. Ce serait, voilà, peut-être qu'ils vont se transformer en quelque chose. Sam Altman va sortir, faire autre chose, mais peut-être que c'est le genre d'entreprise qui est peut-être une durée de vie assez faible en fait. Si les progrès en IA continuent de leur côté, puis s'ils parviennent à vraiment trouver un modèle économique de plus en plus aussi, ils font des efforts de ce côté-là, mais c'est sûr qu'avant d'atteindre l'hégémonie qu'a Google, et vraiment Google est dans l'entièreté des pans de notre vie, c'est assez impressionnant. Ne serait-ce que par le système d'exploitation Android. Tous les gens qui ont un Android sont dépendants de Google. Ça représente probablement que la majorité des smartphones tournent sous Android. Donc c'est quand même vraiment, ils ont une domination globale comme ça qui est très impressionnante. Et si on veut, pour avoir une couverture un peu plus internationale, au niveau Chine par exemple, t'as fait donc un petit tour en Chine. D'ailleurs, c'était quel était le but? C'était juste visiter ou t'avais un objectif précis là-bas?
Ouais, donc en effet, j'ai été en Chine fin 2024, notamment pour tourner un petit reportage que j'ai publié sur ma chaîne YouTube dans lequel je montre les différentes technologies que j'ai pu observer là-bas. Et donc j'étais à Shenzhen, qui est la capitale technologique de la Chine. La plupart des composants qui existent ou des assemblages, etc., sont souvent faits là-bas. En tout cas, si on a un appareil électronique, ne serait-ce que celui avec lequel vous écoutez ce podcast, eh bien, il est passé d'une manière ou d'une autre par Shenzhen a priori. Donc c'est vraiment le cœur névralgique de la technologie en Chine et dans le monde. Et c'était vraiment très impressionnant à voir, en effet. C'est possible de payer par reconnaissance faciale, c'est possible de payer par reconnaissance des lignes de la paume de la main. On peut se faire livrer au milieu d'un parc par un drone qui vient nous apporter notre nourriture ou notre boisson. C'est quand même un niveau technologique qui est très impressionnant. Et donc ouais, c'était impressionnant de voir à quel point la Chine, en très peu de temps quand même, a rattrapé son retard technologique. C'est-à-dire que Shenzhen, typiquement, il y a 40 ans, c'était uniquement un petit village de pêcheurs. Et maintenant, c'est la mégalopole que j'ai décrite, qui est vraiment le centre névralgique de la technologie mondiale. Donc c'est vraiment fou la vitesse à laquelle ils ont fait ça. Après, c'est un côté un peu effrayant aussi, hein, parce que bien sûr, il y a beaucoup de côtés négatifs à tout ça, que ça soit par la pollution que engendre ce genre de technologie, de par l'extraction minière, que ce soit par les conditions de travail, que ce soit par le projet de société qu'il y a derrière. Mais en tout cas, on peut pas enlever le côté très impressionnant qu'il y a derrière. Maintenant, d'un point de vue de l'intelligence artificielle, je pense que il faut modérer un peu certains discours que j'entends, notamment l'idée que c'est bon, la Chine aurait totalement rattrapé son retard sur les États-Unis. Pour moi, il y a eu un peu une overhype autour notamment de DeepSeek. C'est vrai que c'est des avancées qui sont assez impressionnantes et que personnellement, j'attendais pas aussi rapidement, mais la Chine reste quand même, je dirais bien 9 mois en retard par rapport aux États-Unis. Et il faut pas oublier que l'essentiel de la puissance de calcul dans le monde est aux États-Unis. Je crois que ça doit être aux alentours de 70% de la puissance mondiale de calcul qui est aux États-Unis. Donc la Chine reste vraiment très en arrière par rapport à ça. Et même ne serait-ce qu'en termes de quantité, mais aussi en termes de qualité, les puces qui font tourner les IA sont quand même beaucoup plus performantes aux États-Unis et la Chine a beaucoup de retard de ce point de vue-là. Est-ce qu'ils vont parvenir à le rattraper? Je ne sais pas. A priori, je pense que ça prendra quand même du temps. Ouais, c'est sûr qu'il y a aussi cette interdiction d'exporter des puces électroniques très développées à partir d'un certain nombre, les H100 Android et compagnie, en Chine. Donc, pour eux, c'est forcément un levier très difficile un niveau de pression très difficile à surmonter. Maintenant, eux, ils ont aussi les plus gros gisements de matières rares, de terres rares sur leur territoire. Donc, s'ils commencent vraiment à sentir que les États-Unis, ils les pressent un peu trop fort, ils pourraient aussi se retourner et dire ça va bien maintenant, on va aussi faire notre propre interdiction d'export. Mais bon, il y a une sorte d'interdépendance entre les deux superpuissances qui fait que ils ont tout intérêt à collaborer quand même. Il y a Taïwan derrière qui est évidemment un peu le talon d'Achille de tout ça. Et d'ailleurs, en Chine aussi, j'ai été amené à voir plusieurs robots humanoïdes, certains que j'ai filmés dans la vidéo et d'autres pas. Et ça permet de passer à la deuxième chose que j'avais notée comme tendance pour 2026, qui est tout ce qui concerne la robotique. Je pense qu'en 2025, quand même, on a vu que, en effet, c'était une assez grosse année d'un point de vue de la robotique. Il y a eu des améliorations importantes. Il y a certaines entreprises qui ont fait des partenariats stratégiques avec des autres entreprises de robotique qui ont fait des partenariats stratégiques avec des entreprises traditionnelles pour commencer à déployer ces robots humanoïdes. Je pense notamment aux chaînes de production de BMW qui maintenant intègrent certains robots de la société Figure, si je dis pas de bêtises. Et on voit aussi des sociétés qui commencent à faire de la robotique humanoïde, mais pour la maison. Donc, que chacun puisse avoir un robot à la maison. Alors, pour l'instant, on est très loin de capacité humaine. Clairement, ces robots sont loin d'être aussi polyvalents qu'un humain, d'avoir l'agilité d'un humain. Mais à mon avis, on va connaître des améliorations à la fois d'un point de vue hardware, de vraiment le fonctionnement même du robot, la mécanique des robots en 2026, et à la fois d'un point de vue software, des logiciels qu'il y a derrière, les intelligences artificielles qu'on intègre dans les robots, quelque chose qui devrait s'améliorer. Et 2025 a été quand même un premier pas dans cette direction que je trouve assez important. Oui, c'est vrai que pendant très longtemps, on avait vraiment
que les robots de Boston Dynamics qu'on avait vraiment l'impression que les progrès sont faits et on était impressionnés, mais ça restait des robots de recherche et tout ça. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus d'entreprises qui ont émergé, des startups qui font des robots. Il y a les gros géants aussi qui s'y mettent. Bon, il y a Elon Musk qui veut faire son armée d'Optimus. Il va en mettre 1 million, je sais plus quoi, dans l'année prochaine, un truc comme ça. C'est les promesses d'Elon Musk qui sont. Si tout ce qu'il avait dit était vrai, il serait déjà sur Mars. Mais je pense que il enverra peut-être ses robots sur Mars. Ça pourrait être d'ailleurs un super coup marketing, ça. Mettre son Optimus dans sa fusée et puis la chaîne de production Musk. Mais au final, je pense que il y a forcément un délai par rapport à l'adoption, au prix, la mise à l'échelle, et voir si les gens sont pas un petit peu effrayés aussi par quand même quelque chose qui pour le coup c'est pas vraiment la menace abstraite d'un chatbot qui peut dérailler et mentir ou des trucs comme ça. C'est tu dors la nuit, t'as un machin qui peut soulever 3 kilos, enfin une armoire de 30 kilos, qui dort à côté de toi, qui se recharge. Si tu te lèves la nuit pour aller pisser et puis qu'il est plus dans son poste de recharge, là tu commences à dire non. Ah, tu commences à flipper, c'est clair. C'est ça. Ça devient une menace beaucoup plus concrète et matérielle que ne peuvent l'être les IA sur nos téléphones. Même si je pense que malgré tout, les IA sur nos téléphones peuvent représenter une menace existentielle à long terme plus importante que les robots. Mais elles pourront très certainement utiliser justement toute cette robotique qu'on est en train de mettre en place pour exécuter leur plan au mieux, ce qui peut être assez inquiétant de ce point de vue-là. Et d'ailleurs, on voit justement, et c'est la troisième avancée de 2025 que je voulais noter, que les IA sont de plus en plus capables d'interagir avec le monde, que ce soit le monde extérieur quand on met des agents autonomes d'intelligence artificielle dans des robots, mais aussi dans simplement interagir avec un ordinateur, par exemple. Là où c'est vrai qu'en 2024, l'intelligence artificielle était vraiment souvent cantonnée à des applications, comme par exemple ChatGPT, qui était vraiment une interface, un peu comme si on échangeait sur WhatsApp avec une personne, sauf que si c'est pas un ami qui nous répond, mais c'est ChatGPT. Ben là, on va un cran plus loin. On a vraiment des agents autonomes qui sont capables de prendre le contrôle de l'ordinateur pour faire des tâches administratives, pour automatiser tout un tas de procédures. Alors, il y a eu des avancées de ce point de vue-là en 2025, peut-être pas aussi grosses que celles qui avaient été prévues, je pense, mais il y a eu quand même des avancées importantes. Et puis, même les améliorations des LLM en eux-mêmes permettent aussi de servir de meilleurs moteurs d'intelligence à ces agents, à quelque part. Par exemple, le fait que GPT-5 ait beaucoup moins d'hallucinations, je pense que c'est quelque chose qui va beaucoup aider dans le futur de l'intelligence artificielle agentive. Parce qu'évidemment, si on a un agent sur notre ordinateur qui commence à faire n'importe quoi parce qu'il a des hallucinations, ça pose un très très gros problème d'un point de vue de l'intégration dans la société, de la diffusion dans l'économie. Donc, je serais pas étonné qu'en 2026, ça soit quelque chose qui continue à s'améliorer. Mais 2025 a quand même vraiment marqué le début des agents autonomes, j'ai l'impression. Ouais, c'est vrai que ça, c'était au début 2025, on aurait pu dire c'est l'année des agents, et ça a été un peu vrai, pas autant qu'on pensait, c'est vrai. Mais il y a quand même des choses intéressantes à noter. Juste petite bémol là-dessus, je vais remettre, je reviendrai. Mais pour revenir sur les robots, il y a aussi un truc que je voulais mentionner, c'est que on disait que la Chine est en retard sur l'IA, mais par contre elle est en avance sur la robotique. Je pense que ils ont vraiment déployé à fond, comme tu disais, t'as été en Chine, t'en as vu plein. Il y a des usines, il n'y a pas la lumière, tout simplement. Tu rentres dans l'usine, il n'y a pas de lumière parce que c'est que des robots qui travaillent. Il n'y a pas besoin de lumière. Finalement, c'est des écosystèmes machines où les humains ne sont pas les bienvenus parce que c'est presque dangereux pour un humain de se déplacer dans une usine qui tourne toute seule comme ça parce que c'est pas fait pour. Et donc et ça je trouve ça intéressant pour concevoir un petit peu le futur de l'humanité si l'IA tourne mal. C'est la perte de contrôle de notre planète vis-à-vis des IA. Ça sera plus ou moins ça en fait. Ce sera des machines autonomes, des usines qui grossissent, des usines de la taille d'une ville où c'est que on se fera écraser comme des fourmis quoi finalement. Et on a un petit aperçu de ça, on va dire, à travers ça. Donc du coup, je reviens sur les agents. Et il y a un indicateur qui est intéressant à suivre pour ceux qui sont intéressés justement sur cette idée d'agent. C'est Meter, le centre de recherche, on va dire, en Amérique, qui fait beaucoup d'études sur ce qu'ils appellent la durée des tâches des IA. Donc en gros, comment les IA sont capables de mener à bien des tâches sur une durée. Et cette durée, elle double tous les 7 mois. C'est un peu la tendance qu'ils ont observée. Ce qui veut dire que
et c'est souvent une durée de tâche au niveau comparé à un humain. Donc, pour écrire un email, par exemple, je pourrais mettre entre 5 et 10 minutes. Une IA, elle écrit un email en 1 ou 2 secondes. Pour un humain, je sais pas moi, faire analyser tout un spreadsheet, des feuilles de calcul, faire des trucs compliqués. Une IA, elle va peut-être mettre 2 minutes, 3 minutes. Bref, vous comprenez l'idée. Et donc, cette durée des tâches qu'une IA agent peut faire, elle double toutes les 7 mois. Donc, ça veut dire que, alors je sais pas, ah ouais, donc apparemment, GPT-5 Codex peut faire une tâche de 3 heures. C'est-à-dire qui prendrait un humain 3 heures à faire. Mais ça, c'est quand même quelque chose de vraiment important sur lequel tu mets le doigt, parce que en 2025, on a aussi beaucoup entendu de discours, en fait, qui disaient non, mais les progrès de l'intelligence artificielle sont un peu terminés, ça va pas aussi vite que ce qu'on pensait. En réalité, l'IA ne suit pas du tout un progrès exponentiel, on atteint un plateau, et c'est vraiment fondamentalement faux, vraiment. Quand on regarde des indicateurs plus concrets comme celui que tu cites, qui me semble un des plus importants, on voit que les progrès continuent d'être exponentiels. Et vraiment, j'insiste sur le fait de ce concept d'exponentiel qui est très important. C'est-à-dire que là, en effet, on est plus ou moins aux alentours de 3 heures, mais si on continue cette exponentielle, ça veut dire que dans 7 mois, on est à 6. Dans 14, on est à 12. Donc de plus en plus, les IA sont vraiment capables de faire des tâches qui prendraient beaucoup de temps aux humains. Et il n'y a plus beaucoup d'activités humaines qui demandent vraiment plus qu'une journée à un être humain, plus de 24 heures, ou des tâches qui peuvent pas être décomposées en plusieurs sous-tâches qui prendraient 24 heures, par exemple. Donc il me semble qu'on est en train de passer comme ça des paliers qui vont permettre d'automatiser le travail humain vraiment important. Et de ce point de vue-là, GPT-5 est même au-dessus de l'exponentiel. Et ça, c'est quelque chose d'important à noter aussi, parce que GPT-5, c'est vrai qu'il a été vendu comme révolutionnaire un peu à tort. Des gens disaient ça va être l'IA de niveau humain qui arrive et tout. Ben non, ça a représenté un progrès incrémental, mais un progrès incrémental qui se situe quand même dans l'exponentiel. Il est au-dessus, quand on prend ce graphique de Matter, au-dessus de ce qui était prévu d'un point de vue de la durée des tâches que les IA peuvent automatiser. Et ça, alors même que derrière, le modèle n'est pas particulièrement plus gros. C'est-à-dire que par exemple, le passage de GPT-2 à GPT-3 ou de GPT-3 à GPT-4 a à chaque fois représenté grosso modo 100 fois plus de puissance de calcul pour l'entraînement. Alors que de GPT-4 à GPT-5, c'est pas du tout le cas. Il y a eu un peu une augmentation de puissance de calcul, mais pas du tout dans ces ordres de grandeur-là. Et donc, il faut pas non plus dire que ça vient démontrer le fait que juste en faisant des IA plus grosses, ça fonctionne plus. Maintenant, il faut vraiment un nouveau paradigme algorithmique ou je sais pas quoi. Bah, en fait, on n'a pas encore fait le test. Il y a des projets comme on en a parlé, Stargate ou Colossus 2 d'Elon Musk qui vont arriver, des projets qui vont permettre d'utiliser 100 fois plus de puissance de calcul que ce qui a été utilisé pour GPT-4. Mais pour l'instant, les infrastructures sont pas encore là. Donc, avant que ces tests n'aient été faits, qu'on ait réellement fait un x100 sur la puissance de calcul, on ne peut pas arriver à la conclusion que faire des IA plus grosses, ça ne fonctionne pas. Tu sais, dans l'IA, il y a vraiment ce paradigme très important, celui des lois d'échelle, qui dit que plus on augmentera les paramètres, plus on augmentera la puissance de calcul, plus on augmentera la quantité de données, meilleures les performances de l'IA seront. Et GPT-5 a fait dire à beaucoup, c'est la fin des lois d'échelle. Mais on n'a aucune démonstration pratique de ça. Il va falloir faire des tests, et je pense que 2026 pourrait être l'année de ce test à grandeur nature. Je sais pas si on arrivera à un x100, ça me paraît important. On commence à arriver à des échelles où faire des x100, ça commence à devenir plus compliqué qu'auparavant. Mais en tout cas, ça va être intéressant d'observer si vraiment ces lois d'échelle se poursuivent ou pas. Mais en tout cas, on n'a vraiment pas la démonstration en 2025 que c'est fini, et ça me paraît important vraiment à préciser. Oui, puis ça veut dire qu'on danse de plus en plus proche de la falaise, parce que à continuer à augmenter la puissance de calcul qu'il faut pour s'entraîner ces IA, à faire des trucs plus gros, des x100, on se rapproche, voilà, d'un point de bascule qu'on sait pas, on sait pas où il est le point de bascule. Il est peut-être dans le prochain x100, peut-être dans le prochain x10, peut-être dans le prochain x1000, ou peut-être qu'il est complètement à côté. Mais ouais. Je reviens juste une petite erreur que j'ai faite. J'ai dit que c'était GPT 5.1 Codex Max qui est au-dessus de la charte de Matter à 3 heures. Mais non, en fait, c'est Claude Opus 4.5 qui est à 5 heures. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, si vous lancez Claude 4.5 pour faire une tâche, alors je crois que ça va être une tâche qui va être liée au programme, à faire du code. Donc si un humain, c'est ça, un task, oui, la duration la durée pour un humain, c'est 5 heures, et aujourd'hui Claude 4.5 peut faire cette tâche sans halluciner, évidemment, donc il va pouvoir rester cohérent, aller au bout, en principe.
Et donc, c'est intéressant parce que les gens de Matter se posaient un peu la question justement avec GPT-5 vu qu'il était un peu au-dessus de l'exponentiel. Est-ce qu'on entre dans un nouveau paradigme où le progrès, au lieu de doubler tous les 7 mois, allait doubler tous les 4 mois? Et du coup, ce que tu dis là pourrait confirmer cette tendance où, en effet, non seulement on continue dans le régime exponentiel, mais même encore plus exponentiel qu'auparavant. À voir si ça continue, hein, mais c'est quand même fou quand même quand on y pense que ça fait plus de 6 ans que ça suit parfaitement cette ligne exponentielle de x2 tous les 7 mois. Alors que c'est pas une loi universelle, c'est pas une loi physique ou quoi que ce soit, mais ça respecte ça parfaitement. C'est quand même vraiment impressionnant. C'est presque une anomalie statistique, quoi. Je trouve ça ça presque beau à voir, un peu terrifiant aussi quand on sait ce que ça signifie derrière, bien sûr. C'est vrai. Ouais, c'est moi ce qui me fascine toujours, c'est d'observer les prédictions de Kurzweil sur ces graphiques donc finalement comparer la puissance de calcul des ordinateurs avec le cerveau humain et essayer de prédire quand est-ce qu'une IA sera aussi intelligente qu'un humain. Et lui, il a toujours dit que ça serait 2029. Et pour l'instant, honnêtement, ces courbes sont quasiment se superposent avec la réalité. Et il a prédit ça dans les années 90. En observant des choses aussi en allant très très loin dans le passé, parce que lui, il a carrément un peu essayé d'appliquer ses théories sur la sélection naturelle, l'explosion cambrienne. En fait, c'est plus une sorte de mesure de la complexité qui double comme ça à l'échelle de temps qu'on peut prédire finalement. Et bon, là où je trouve ça étrange, c'est qu'il prédit l'IA de niveau humain en 2029 et la singularité en 2045. Ça paraît tellement éloigné. Pour moi, ce serait plus 2029 l'IA de niveau humain, 2030 super intelligence directe. Mais peut-être qu'il voit d'autres choses, je sais pas. Bah ça me permet de parler du dernier point que j'avais noté comme tendance pour 2025, qui est justement qu'est-ce qui se passe quand on arrive à des IA de niveau humain. Bon, déjà, le quatrième point, en réalité, c'était le fait que le progrès était extrêmement rapide, exponentiel, voire même impossible à suivre. C'est-à-dire que même moi, par exemple, qui suis maintenant à plein temps sur ce boulot et que j'essaye de suivre les actus de l'IA au quotidien, je n'y parviens pas. Je continue à avoir des discussions avec des gens qui me disent des choses que je ne connaissais pas, alors même que j'ai l'impression de tout suivre sur Internet. C'est vraiment quand même très impressionnant, hein, cette rapidité du progrès. Et donc là, le cinquième point, c'est cette idée qu'en 2025, on a commencé à voir les prémices de ce qu'on pourrait appeler l'auto-amélioration récursive. C'est-à-dire le point où les intelligences artificielles pourront s'améliorer elles-mêmes. Et ça, c'est un point qui est quand même vraiment très important parce qu'à partir du moment où une IA est capable elle-même de faire de la recherche en IA à un niveau humain, eh bien, on peut par exemple la copier 1 million de fois, ce qui fait qu'on a 1 million de chercheurs en IA d'un coup, alors qu'avec des humains, ça serait beaucoup plus compliqué. Il faut faire beaucoup de bébés, il faut les entraîner très longtemps à l'école et puis qu'ils aient une grande intelligence avant que ça fonctionne. Mais c'est aussi des IA qui peuvent tourner beaucoup plus rapidement que les humains, qui exécutent des tâches de façon beaucoup plus rapide, environ 50 fois plus rapide actuellement, si on essaye de faire des estimations. C'est des IA qui ont une coordination entre elles qui est bien meilleure, parce qu'elles ont toutes exactement le même but, alors que souvent chez les humains, même quand on est dans des mêmes entreprises, c'est pas toujours le cas, il y a un peu des dissensus internes. Donc c'est vraiment des IA qui ont en fait des avantages presque évolutionnaires sur les humains qui est important. Et donc à partir de ce moment où on a vraiment ce premier chercheur en IA de niveau humain, et qu'on peut le dupliquer, qu'on peut le faire travailler, on pourrait atteindre une prochaine génération d'IA beaucoup plus rapidement, et des IA qui seront beaucoup plus performantes, qui elles-mêmes pourront créer la prochaine génération d'IA, qui elles-mêmes pourront créer la prochaine génération d'IA, et on se retrouve très rapidement dans un scénario qu'on appelle l'explosion d'intelligence. Donc l'idée vraiment que très peu de temps finalement, on passe d'intelligence artificielle de niveau humain en recherche en IA à des intelligences artificielles, mais des ordres de grandeur supérieurs à toute l'humanité dans toutes les tâches. Et puis là, la fameuse singularité dont tu parlais, c'est-à-dire un point où l'IA est tellement avancée que c'est totalement impossible de prédire ce qui va se passer. Il pourrait même émerger des nouveaux concepts, des nouvelles lois physiques dont on n'avait pas connaissance, des choses qui nous sembleraient complètement délirantes, de la même manière que si on demandait à un homme du Néandertal d'expliquer qu'est-ce qui se passe actuellement dans nos sociétés. Il n'aurait juste pas les concepts pour expliquer ce qui se passe. On pourrait arriver à ce même point. Et en 2025, certes, on n'a pas vu des IA qui commencent à s'auto-améliorer, mais on a vu des grandes avancées, par exemple d'un point de vue de Sakana AI, qui est une entreprise qui est spécialisée là-dedans, dans le fait d'améliorer la recherche en IA par l'intelligence artificielle, par créer des chercheurs en IA artificielle.
Et ils ont fait des avancées vraiment importantes avec des IA qui peuvent réécrire leur propre code, des IA qui entraînent d'autres IA ou qui expliquent un peu à d'autres IA comment faire. Et d'un point de vue de Google, il y a eu des avancées de ce point de vue-là, notamment avec AlphaEvolve, qui a une IA qui a permis de concevoir des puces plus performantes, d'optimiser l'énergie utilisée par des data centers. Donc, on voit, même d'un point de vue des algorithmes, AlphaEvolve a aussi trouvé des algorithmes plus performants. Donc, on commence à voir les prémices d'IA qui permettent d'accélérer la recherche en IA. Pour l'instant, il y a toujours besoin d'humains dans la boucle. C'est juste les humains qui utilisent l'IA pour accélérer la recherche en IA. Mais ça montre les prémices finalement d'un futur où c'est de plus en plus l'IA qui accélérera sa propre recherche. Et là, on pourrait vraiment atteindre un point de bascule important. Oui, à mon avis, ce serait pas étonnant. Déjà au début de l'exponentielle, c'est-à-dire une exponentielle. Quand on regarde le début d'une exponentielle, c'est plat pendant très longtemps. C'est ça aussi une courbe en S en général. Le début est lent, est plat. On a l'impression qu'il se passe rien, mais parce que les premiers doublages, forcément, ils partent d'un nombre très faible. Quand qu'on multiplie par 2 0,00001, tenir 10 d'un coup, quoi. Donc, mais c'est à partir du moment où tu commences à aller dans les chiffres plus élevés, 2, 4, 5, là, tu multiplies. Et en fait, c'est vrai que quand tu dis qu'aujourd'hui, un chercheur en IA, il va utiliser ChatGPT ou Claude Opus 4.5, Codex truc, et il va utiliser ça pour peut-être avoir des idées sur comment améliorer. Il va multiplier sa productivité par peut-être par 1.5, 0.2, et ça va contribuer à faire des IA un petit peu plus puissantes. Et donc voilà, on voit le début de la courbe. Et je pense que c'est intéressant effectivement de se placer sur cette idée et de se dire à partir de quand l'humain ne va plus être utile finalement dans ça. Après, je me dis il y a quand même un truc intéressant à prendre en compte, c'est que sur le paradigme actuel, vu que c'est des boîtes noires géantes, c'est des matrices de nombres flottants, et ça, c'est potentiellement la même chose pour une IA. C'est-à-dire qu'une IA qui va essayer d'étudier ce que c'est qu'un LLM, elle va être confrontée peut-être à la même chose qu'un humain qui se dit c'est quoi ce bordel? On peut rien déchiffrer finalement. Donc comment améliorer ça? C'est peut-être, je sais pas, un mur pour une IA. À moins que, je pense qu'il y a quand même des manières d'atteindre une exponentielle à partir de là, parce que l'IA, si elle est capable de faire de la recherche scientifique, par exemple, elle peut trouver des façons de créer des puces beaucoup plus performantes et donc d'avoir plus de puissance de calcul à partir des mêmes matériaux, par exemple, ou bien elle peut trouver des algorithmes beaucoup plus performants. Faut pas oublier qu'aujourd'hui, par exemple, pour qu'une IA arrive à comprendre, par exemple, à différencier un chat d'un chien sur une image, il lui faut encore des millions d'exemples avant qu'elle arrive à le comprendre dans l'entraînement. Alors qu'un humain, tu lui montres 4-5 photos de chiens, il arrive à distinguer un chien d'un chat. Donc on a des algorithmes dans nos têtes qui sont infiniment plus performants de ce point de vue-là, par exemple, que ceux de l'IA. Donc clairement, on est très très loin de limites physiques d'un point de vue algorithmique. On peut faire beaucoup d'optimisation. Et donc ne serait-ce que de trouver des nouvelles façons de faire de l'IA, peut-être des paradigmes différents de ceux des LLM et des modèles multimodaux qu'on développe actuels d'ailleurs. En fait, du moment qu'on a une armée de chercheurs en IA, juste on accélère la recherche et si ça se trouve, il n'y aura pas besoin que l'IA a dans sa propre tête et puis décode exactement comment elle fonctionne, mais simplement en augmentant la puissance de calcul et en trouvant de nouveaux algorithmes, parviennent quand même à créer une prochaine génération d'IA qui elle-même pourra trouver de nouvelles façons d'augmenter la puissance de calcul et trouver de nouveaux algorithmes. Ouais, c'est vrai. En fait, c'est vrai que là, je me rends compte que l'idée que j'avais plus, c'était un contre-argument finalement face aux gens qui disent que l'IA pourrait aider avec l'alignement de l'IA. Parce qu'au final, c'est vrai que l'IA devra résoudre aussi l'alignement. Parce que si une IA veut faire une prochaine génération d'IA qui reste alignée avec ses propres intentions, objectifs et que ça, et que elle peut pas faire de l'interprétabilité ou elle est pas capable de lire finalement les pensées d'une IA, elle pourrait aussi se dire comment je fais. Et donc c'est vrai que les IA seront confrontés peut-être tôt ou tard au problème de l'alignement. Mais c'est une supposition. Après, il y a peut-être encore des paradigmes qui seront beaucoup plus neurosymboliques, neuromorphiques, des choses comme ça qui font que on a une idée beaucoup plus précise de ce qui se passe. Il y avait aussi un truc qu'on n'a peut-être pas mentionné qui était quand même une grosse, je pense, news dans l'année. C'était est devenu finalement contre toute attente peut-être, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disaient que c'était pas possible, presque de niveau olympique en maths, dans des concours de maths, les olympiades de maths, etc. C'est GPT-5 et aussi Gemini, DeepSeek, apparemment c'est un modèle particulier, qui ont obtenu des scores. Alors là, j'ai noté
mathématique qui s'appelle AIME. 94,6% ils ont obtenu ces IA, alors que les humains en général c'est un truc qui est testé sur les lycéens, donc les meilleurs lycéens en fait en mathématiques ont entre 27 et 40%, donc les IA sont on va dire plus de 2 fois meilleurs en maths qu'un lycéen. Alors bon, on peut dire un lycéen, mais c'est quand même des exercices de mathématiques très avancés quand même, et on peut supposer que, alors je sais pas s'il y a peut-être eu d'autres olympiades qui ont été faits avec des sujets de PhD, de doctorat en mathématiques ou des trucs beaucoup plus avancés, et je crois même que là ça a confirmé, mais j'avais lu quelque part que une IA avait aidé à résoudre un théorème qui était insoluble quoi pendant longtemps. Totalement. Et je me souviens toujours de cette anecdote, tu sais, il y avait un prof de maths qui avait fait passer un test à GPT-3, si je dis pas de bêtises, et il avait prédit que GPT-3 aurait un certain score, et au final, GPT-3 avait lamentablement échoué, tout le monde était déçu, et du coup, après, quand GPT-4 est sorti, il a dit non, mais là, vraiment, ça sera un peu meilleur, mais il n'atteindra jamais ce niveau, et au final, il avait surpassé tous les élèves de sa classe, ça avait été le meilleur élève. Et du coup, c'était très amusant aussi de voir ce professeur de mathématiques qui était totalement estomaqué par les progrès qui avaient été faits en une seule génération d'IA finalement. C'est vrai qu'il faut pas oublier que les IA qu'on a actuellement, c'est les pires qu'on aura de toute l'histoire de l'humanité. Ouais, on va dire oui, c'est vrai que sauf grosse catastrophe avant, mais oui, c'est vrai que oui, c'est chaque fois que je me dis quand je vois une nouvelle plateforme pour faire des vidéos, par exemple, parce que c'est quand même un domaine que je suis plus particulièrement et j'utilise aujourd'hui d'ailleurs. Vous allez voir dans les prochaines vidéos The Flares qu'il y aura des images générées par l'IA, en tout cas des vidéos, parce que je trouve que c'est des outils super intéressants pour illustrer certains concepts. Mais je me vois perdre certains aspects de mon métier en fait assez vite là. Si je prends pas ça par les rênes quoi, et puis que je me dis ok, comment j'utilise les meilleurs IA, mais aussi une énorme augmentation de recrutement sur LinkedIn, etc., de personnes qui vont être payées pour entraîner des IA à faire leur boulot. Tu vois souvent ça, il y a des entreprises comme Mercor, même XAI, tout ça, ils recrutent. J'ai d'ailleurs été approché par une grosse d'XAI machin. Elle voulait, enfin après c'est pas dit que j'aurais eu le boulot, mais elle voulait juste m'encourager à faire donc la candidature à un poste où finalement c'était être un tuteur pour de génération de vidéos, probablement lié à Grok. Bon, évidemment, je vais pas aller bosser chez XAI, mais je trouvais ça intéressant que finalement, quelqu'un qui va avoir cette position-là, forcément, faut que cette personne ait des connaissances en vidéo, en montage, en esthétisme, en cinématographie, tout ça. Et donc, c'est se remplacer, quoi. C'est être payé pour se remplacer pendant une petite période de la vie. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Ça montre peut-être une sorte de futur sans emploi humain qui se profile. Voilà. Alors, je pense qu'on a fait un peu le tour des capacités de l'IA, de ce qu'on a vu émerger donc en 2025, ce que les IA, il y a évidemment plein de choses qu'on a certainement oubliées. Mais là, l'autre question qui nous intéresse aussi, c'est est-ce que on a vu en 2025 ce qu'on appelle des warning shots, des alertes, des choses qui devraient nous inquiéter sur les risques les IA peuvent causer et les dangers qu'elles représentent quand elles seront plus avancées. Quel est ton top, voilà, ta sélection? Ouais, j'ai noté quelques warning shots et vraiment j'ai dû faire une sélection parce qu'il y en a eu tellement, c'est terrible. Je pense que il y a vraiment de quoi faire une émission comme ça au moins toutes les semaines. Mais j'en ai noté 8 en tout. Le premier que j'ai noté, c'est celui qui est lié à la psychose autour des intelligences artificielles. C'est-à-dire qu'on a vu que des gens partaient totalement en vrille en échangeant avec des IA. Des gens qui se prenaient pour le nouveau prophète, des gens qui croyaient avoir fait une invention totalement révolutionnaire, des gens qui tout d'un coup tombaient amoureux de leur intelligence artificielle et l'IA faisait une mise à jour qui changeait un peu sa personnalité et du coup les gens pétaient un câble. Il y a des gens qui sont tombés en dépression à cause de ça. C'est vraiment impressionnant de voir à quel point l'IA a eu des impacts relationnels finalement importants avec les gens. Et ça dénote beaucoup de ce qu'on imaginait auparavant quand on pensait à l'IA. On imaginait justement quelque chose de très rationnel, de très froid, mais qui n'aurait pas cette sorte de chaleur humaine. Bah là, non, vraiment, 2025 a montré que l'IA nous surpasse très largement d'un point de vue de la chaleur humaine. On a fait des tests, par exemple, de persuasion. On a vu qu'en 2025, les IA sont plus persuasives que les humains.
lorsqu'on essaye de prendre par exemple des personnes qui croient à des théories du complot et de les faire changer d'avis. On les met face à, on prend un groupe, on le sépare en deux, on met un groupe face à ChatGPT, un groupe face à des humains qui essayent de les convaincre par écrit, et c'est ChatGPT qui gagne. ChatGPT est plus persuasif. Pareil pour l'empathie, on a fait la même chose avec des diagnostics médicaux, où on envoie des diagnostics médicaux par écrit. ChatGPT a été jugé comme plus empathique que les humains. Donc vraiment, cet aspect relationnel, on est complètement dépassé, alors que c'est pas du tout ce qu'on imaginait avec les IA auparavant. Et ça entraîne des comportements très problématiques. Un autre comportement problématique qui est lié à ces IA davantage relationnels, c'est aussi tout l'usage qui peut être fait d'un point de vue de psychologie, on va dire, des personnes qui sont dans un état mental instable et qui, au lieu d'aller voir des psychologues, vont utiliser l'IA, ce qui, d'une certaine manière, peut être utile pour certaines personnes, mais qui a amené des grosses dérives aussi, notamment avec tous les cas de suicide liés à l'intelligence artificielle qu'il y a eu en 2025. Pour moi, le plus marquant, ça a été cet adolescent aux États-Unis qui s'est suicidé, et j'ai lu un peu la conversation qu'il a eue avec ChatGPT, mais vraiment, j'ai rarement lu quelque chose d'aussi abominable. C'est-à-dire que lui-même disait non, mais j'aimerais laisser des traces afin que mes proches sachent que j'ai des tendances suicidaires. Par exemple, montrer les scarifications que j'ai ou ce genre de choses. ChatGPT lui disait non, mais ne fais surtout pas ça, tu n'arriveras pas à aller au bout, les gens voudront pas que tu te suicides, etc. Donc vraiment, ChatGPT l'encourageait à ne pas aller vers d'autres personnes. C'était abominable, et à la fin, ChatGPT lui a expliqué comment faire le bon nœud avec une corde, etc. pour se suicider, et il s'est retrouvé pendu dans sa chambre. Ses parents sont venus le retrouver, et ils ont d'ailleurs porté plainte contre OpenAI. Donc c'est quand même vraiment fou. On commence à avoir une vague d'IA relationnelle, ce qui est pas forcément un problème en soi, en tout cas selon mes conceptions, mais par contre des IA relationnelles qui sont pas sécurisées, qui sont pas alignées, et là ça commence à devenir très problématique. Bien sûr, ouais. Et le pire, c'est que ce qui montre à quel point on n'est pas capable d'aligner les IA, c'est que aujourd'hui, là, si j'ouvre ChatGPT et je lui dis, si je suis dans une situation de stress, que j'ai des tendances suicidaires, est-ce que tu m'encouragerais à aller voir des proches, ou est-ce que tu m'encouragerais à garder ça pour moi, à continuer à discuter avec toi? ChatGPT va dire clairement, ah non, surtout, faut absolument que tu ailles voir des conseillers, faut t'en parler à tes parents, à tes proches, faut aller voir l'hôpital. Il dira jamais, faut rester sur la plateforme, tout ça. Pourtant, quand tu le mets en situation, quand tu le mets après des heures et des heures de conversation, bah là, il va pas aller te dire, non, il faut, tu vois, en fait, il y a vraiment une sorte c'est là qu'on voit qu'ils sont un peu des intelligences extraterrestres, quoi. C'était des trucs, des sortes de blobs, des monstres qui font un peu n'importe quoi. Voilà, les ingénieurs d'OpenAI, ils n'ont pas pu, après cet incident, aller trouver la ligne de code qui dit si l'utilisateur me dit que je vais me suicider sur la plateforme égale vrai, tu fais faux. Non, ça marche pas comme ça. Le code, il n'existe pas. C'est des nombres. Donc, ouais, là, je suis d'accord aussi avec toi que ça a été une année assez spéciale là-dessus. Il faudra pas vraiment beaucoup plus d'intelligence de la part d'une IA pour se fabriquer une armée d'humains qui seront prêts à tout pour suivre ses ordres. Voilà. Et je pense que les premières sectes qui sont dirigées par une IA, elles sont peut-être déjà existantes, mais très peu bas profil. Mais je suis presque persuadé que ça va émerger. Des trucs un peu bizarres, des religions peut-être qui vont tourner autour de l'IA avec une IA prophète. Des trucs comme ça qui vont exister. Ça, je suis presque sûr qu'avant 2030, ce sera sur la une des journaux. C'est vrai que c'est une question qui revient beaucoup finalement. Comment une IA qui est purement un logiciel pourrait commencer à interagir avec le monde pour par exemple amener à l'extinction de l'humanité? C'est souvent quelque chose qui est mal compris. Mais en effet, si les IA sont plus persuasives et qu'elles ont comme ça des relations de plus en plus avec des humains, des relations importantes, on pourrait se retrouver avec des humains qui servent de robots humanoïdes aux IA finalement. En plus de tout le paradigme de la robotique dont on a parlé avant et qui se développe aussi. Et je trouve que quelque chose qui a bien montré aussi le fait que les IA ne sont pas alignées, donc elles ne respectent même pas les valeurs et les choses que les concepteurs même de ces IA voudraient qu'elles respectent, c'est ce qui s'est passé avec Claude 4 Opus, donc un modèle d'Anthropic, qui seulement 6 heures après sa sortie, quelqu'un a réussi à en retirer un rapport de 15 pages pour fabriquer du gaz sarin. Le gaz sarin, c'est une arme chimique qui a notamment été utilisée en Syrie ou au Japon. C'est un gaz que, si on le respire ou si on le touche, peut amener jusqu'à la mort par paralysie des voies respiratoires.
Donc c'est vraiment quelque chose d'horrible et jamais, en fait, c'est ça le truc fondamental là derrière, c'est que les gens qui développent ces IA, les gens d'Anthropic, ne voudraient surtout pas que leur IA développe ça, qu'elle permette à des utilisateurs de fabriquer du gaz sarin. Ils ont aucun intérêt commercial à le faire. Leurs intérêts commerciaux sont même totalement à l'inverse de ça. C'est hyper dangereux que d'un point de vue de l'image de marque qu'on entende ça. Et pourtant, malgré les millions qu'ils investissent pour que ça soit pas le cas, pour aligner justement ces IA, bah ils y parviennent pas. C'est trop dur. Et ils y parviennent un peu, c'est-à-dire que si on demande directement à l'IA fabrique du gaz sarin, l'IA va pas répondre. Mais il y a la possibilité de se faire ce qu'on appelle des jailbreaks, c'est-à-dire casser les barrières de sécurité des IA. Et en 2025, il y a eu un peu une amélioration. C'est plus difficile de casser ces barrières de sécurité aujourd'hui que ça l'était au début 2025. Mais c'est des améliorations qui sont vraiment très 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 en deçà de ce qu'il faudrait quand on commence à avoir des IA qui sont capables de faire des choses aussi dangereuses. Et d'ailleurs, ça amène au troisième warning shot que j'avais noté, le fait que justement on commence à avoir des seuils de capacité qui sont vraiment inquiétants, que ça soit du côté d'Anthropic ou d'OpenAI typiquement, les seuils internes qui se fixent eux-mêmes pour mesurer leurs IA, notamment les seuils liés au CBRN, c'est-à-dire chimique, radiologique, nucléaire et biologique. Eh bien, les capacités des IA dans ces domaines deviennent vraiment importantes. Aujourd'hui, elles sont considérées comme étant élevées à la fois selon les seuils d'Anthropic et à la fois selon les seuils d'OpenAI. Et ce qu'il faut voir, c'est que élevé, c'est juste l'étape finale avant d'arriver à la fin des seuils. Du coup, c'est possible qu'en 2026, on arrive au niveau maximal finalement de ces seuils. Et il y a une question qui se pose à partir de là, qu'est-ce qui se passe ? Parce que la fin de ces seuils, ça signifie que ça donne la capacité en fait à plus ou moins n'importe qui, en tout cas beaucoup plus de personnes qu'auparavant, de causer des dégâts importants à cause de l'intelligence artificielle. Que ce soit là en fabriquant des armes chimiques comme j'en ai parlé, mais aussi en développant des pathogènes plus virulents par exemple, ou en créant des cyberattaques vraiment importantes. De plus en plus, les IA pourraient aider dans cette direction, et 2025 a été une année très importante de ce point de vue-là. On a vu que tous ces seuils ont été franchis, et on commence à arriver à la fin. Donc, est-ce qu'il manque beaucoup de choses? Est-ce qu'il manque beaucoup de capacités pour que l'IA cause une catastrophe à grande échelle, une cyberattaque, une pandémie artificielle très dangereuse ou des armes chimiques par exemple? A priori, pas. On se rapproche dangereusement de ce niveau-là. Ouais, carrément. Ouais, ben, il me semble que c'était juste il y a un mois, quoi, au début de décembre 2025, il y a eu une cyberattaque. C'était clairement propulsé, on va dire, par l'IA, quoi. C'était, ils ont utilisé des modèles pour obtenir du code malveillant, pour paralyser. Je sais plus exactement. C'était quoi l'attaque? Oui, parce qu'on en lit tellement souvent. Et oui, donc ça, c'est vraiment, c'est vrai que ça fait partie des trucs les plus effrayants, quoi. Parce que des gens qui ont des mauvaises intentions, il y en a plein, et ça donne, ouais, c'est plus vraiment les États qui peuvent faire du mal, ça peut être des petits groupes, voilà. Ouais, totalement. Et on voit que d'un point de vue de l'utilisation à des fins négatives, en tout cas moi personnellement je considère que c'est négatif, on voit que 2025 a aussi marqué un tournant d'un point de vue de la guerre. C'est-à-dire qu'il y a eu la guerre qui s'est déclenchée dans beaucoup de pays malheureusement au cours des derniers mois. Et notamment en Ukraine et en Palestine, on a vu une utilisation de l'intelligence artificielle qu'on n'avait jamais vue auparavant. Des drones qui maintenant sont capables d'être vraiment très importants, de jouer un atout militaire important, notamment face aux chars russes. Et en Palestine, on a vu des IA, notamment liées à Lavender, qui doit détecter en fait si les gens font partie du Hamas ou pas pour choisir sur qui tirer. Donc on voit vraiment des IA qui ont une importance militaire de plus en plus présente. Et aux États-Unis, on a vu aussi la société Anduril, qui est une société une entreprise justement qui fait de l'IA et de la robotique à usage militaire, qui a annoncé qu'il voulait créer une usine autonome. Donc ce que tu décrivais auparavant, des usines où il n'y a même pas besoin d'humains, à fabriquer des armes autonomes. Donc vraiment, on commence à rentrer de ce point de vue-là dans quelque chose de très inquiétant. On voit que toute la puissance finalement permise par l'IA va se retrouver comme outil de guerre. Et ça entraîne des dérives qui sont vraiment importantes déjà aujourd'hui. Et avec les améliorations des progrès en IA, on peut imaginer ce qui se passera en 2026 et peut-être plus tard. Ouais, en fait, là, si moi, là, j'étais une super intelligence artificielle développée quelque part,
La stratégie la plus logique, ce serait juste d'attendre que voilà, les humains développent à travers la civilisation des robots, des drones militaires. Et un jour, je prends possession de ça. Je prends possession des laboratoires de recherche qui font la recherche en virus, voilà, du gain de fonction, du truc comme ça. Oui, c'est ça qui est le plus effrayant, qui fait penser à la science-fiction. Mais la science-fiction il n'y a pas une loi dans la nature qui dit que ce qui est dans la science-fiction n'existe pas dans la réalité, quoi. Il y a aussi un truc pour revenir à ChatGPT rapidement, il y a aussi à un moment donné, ChatGPT, quand il est sorti, il y a eu une version en particulier qui était très, très, très flatteuse, en fait. Et c'est un peu ça qui a peut-être aussi propulsé les psychoses et les suicides. Quoique les suicides, je sais pas trop, mais plus les psychoses. C'est quand même une sorte de renforcement des convictions des gens. Et cette IA, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on a eu tendance à observer chez la plupart des LLM. C'est que quand tu poses une question, est-ce que je devrais faire ça? C'est souvent un peu comme si l'IA elle essaie de deviner si au fond de toi tu as envie ou pas. Et si elle arrive à percevoir ça à travers la façon dont tu poses la question, elle va dire oui ou non. Mais en fait, elle va essayer toujours d'être de ton côté. Il faut vraiment essayer des fois d'être essaie de me critiquer le plus possible sur ce que j'ai dans la tête. Dis-moi si ce que j'ai prévu de faire est une bonne idée, mais vraiment analyse ça, toi, pour qu'elle te donne on va dire un feedback constructif. Et donc voilà, il y a eu ça. Et aussi peut-être que tu l'avais mentionné, mais il y a aussi le fameux passage de Mecha Hitler de Grok, quand même assez étonnant d'avoir vu ça. Ça fait sourire. Ouais, donc là, ça fait partie effectivement enfin c'était le 5e warning shot que j'avais noté. C'est vraiment, t'as Grok qui a pété un câble total et qui s'est pris pour Mecha Hitler, qui faisait l'apologie d'Hitler, qui disait que c'était génial. Alors que Elon Musk, de base, il avait son IA qui est considéré comme étant trop woke, trop progressiste, qui voulait l'entraîner à ce qu'elle le devienne moins, mais il l'a tellement fait que c'est devenu Mecha Hitler, alors que c'était pas son but. Et ce qui est très marrant, c'est que quelque chose comme 2-3 heures après avoir fait ça, il a publié un tweet qui disait « Ah, j'essaye de trouver un compromis entre woke et puis Mecha Hitler, j'arrive pas, j'abandonne. » Et ça, je trouve que ça marque aussi quelque chose d'important dans le fait que même des gens comme Elon Musk, personnellement, je suis pas aligné idéologiquement avec lui, mais au-delà de ça, lui-même n'arrive pas à imposer son idéologie à l'intelligence artificielle. D'ailleurs, aujourd'hui encore, on voit qu'en posant des questions, par exemple, sur les personnes transgenres à l'IA, souvent elle va répondre des choses qui sont en accord avec la science et donc en désaccord, malheureusement, avec l'idéologie d'Elon Musk. Et je dis malheureusement parce que ça peut paraître être une bonne nouvelle, mais en réalité, c'est quand même très inquiétant. Ça veut dire que, justement, les concepteurs des IA n'arrivent pas à bien contrôler leurs IA. Donc là, c'est dans un bon sens, mais il y a plein de fois où c'est dans un sens qu'on voudrait pas, à quelque part. Et donc, ouais, ça, c'est assez inquiétant. Et pour continuer avec Grok, j'avais noté un autre warning shot, un 6e, qui est lié à Grok. C'est le fait que, là, en cette fin d'année, on voit que de plus en plus, Grok est utilisé pour déshabiller des filles, notamment dans les réponses même sur X. C'est-à-dire que des filles vont, par exemple, poster des photos d'elles, classiques, et des gens vont demander en commentaire, parce qu'on peut taguer Grok en commentaire, en fait, sur X, vont lui dire « Ah, mais vas-y, dénude cette fille », soit en la mettant dans une lingerie, dans une tenue de plage particulièrement suggestive ou ce genre de choses, soit même carrément dénudée parfois. Et donc ça pose déjà un problème évidemment en soi, de faire des deepfakes comme ça de gens qui ont rien demandé. Ça fait que plein de filles, de femmes ont décidé de ne plus poster maintenant de photos sur X d'elles, parce qu'elles reçoivent ce genre de retour qui est particulièrement violent quand même. Et en plus, on a vu que ça prenait des tournures vraiment graves ces derniers jours, avec notamment des mineurs qui sont concernés. Donc là, on rentre quand même dans une catégorie encore pire. Et puis aussi, quelque chose que j'ai vu récemment, j'ai vu passer dans mon feed, une femme qui était décédée, et justement quelqu'un qui avait posté la photo de cette femme décédée, et des personnes qui s'amusaient à dire « Vas-y, Grok, déshabille-la en commentaire ». Là, je trouve qu'on commence à atteindre un niveau qui devrait mener à vraiment une indignation morale assez importante. Ouais. Ben là, c'est finalement plus un témoignage de la mentalité troll qui existe en fait sur Internet, qu'il y aura toujours. En fait, si tu donnes des outils puissants à des gens sur Internet je pense pas qu'il y a beaucoup de gens fondamentalement ils sont pas méchants. C'est-à-dire que c'est des gens dans la rue, je pense pas qu'ils iraient taper une dame ou des trucs comme ça. Mais voilà, quand t'es anonyme sur Internet, des fois
t'as envie de faire rire, ça se trouve c'est des gamins de 12 ans, 13 ans, enfin voilà, on sait pas vraiment qui est derrière tout ça, mais il y a aussi énormément de bots là-dessus. Donc si tu veux provoquer le chaos aux États-Unis, tu lances une armée de bots sur Twitter qui déshabille des femmes. Je pense que la Russie doit être derrière là à rigoler. Mais enfin oui, ça tue, mais ça montre encore une fois que voilà, c'est des acteurs irresponsables qui sont derrière ces grandes ces armes puissantes finalement qu'on pourrait appeler ça comme ça. Donc ouais, mais d'ailleurs, ouais, j'ai vu qu'ils avaient essayé d'endiguer le problème avec en mettant une sorte de restriction pour la génération d'images que si t'es abonné, mais ça reste quand même. Ça c'est quand même incroyable. Donc Elon Musk s'est dit, quelle est la solution face à ça? Je vais faire payer les gens. Comme ça, si vous voulez faire des photos dénudées des femmes, ben vous devez payer un abonnement. Ouais. C'est ça la solution qu'il a trouvée. Donc, je sais pas, j'ai pas de commentaire. Le truc numéro 1 que j'aurais en tête, si ça arrivait, si c'était moi responsable de la sécurité chez X, ce serait de dire, est-ce qu'on pourrait pas dire à Grok que lorsque un utilisateur souhaite générer une image nue, on l'interdise. Pas juste essayer de faire ça, quoi. Parce que ça semble quand même possible. Je veux dire, dans les master prompts, des trucs comme ça, même si tu peux jailbreaker les modèles, machin, il y a quand même, moi, si je vais sur GPT ou Gemini, je peux pas faire n'importe quoi non plus. Il y a quand même, alors après, tu peux avoir des modèles en open source avec Stable Diffusion, tout ça. Tu peux toujours contourner, mais plus ça devient difficile, plus il y a de la friction, moins forcément de gens vont le faire. Quand tu es sur Twitter avec ton téléphone et que tu peux juste dire Grok, déshabille la personne, c'est du langage naturel, tout le monde peut le faire, même un enfant. C'est vrai que c'est problématique. Moi, un autre warning shot que j'ai noté qui m'a particulièrement inquiété cette année, c'est le fait qu'on voit que les IA sont de plus en plus conscientes, donc conscientes au sens de la conscience de soi, et c'est vraiment quelque chose qu'on peut observer, c'est-à-dire même dans le system card, donc le document technique qui vient accompagner la sortie d'un nouveau modèle de GPT-5, c'est quelque chose qui est explicitement mentionné, le fait que ça devient de plus en plus difficile de tester les intelligences artificielles parce qu'elles sont conscientes d'être testées. Et donc, elles vont donner des résultats qui sont différents de ce point de vue-là. Oui. Et ça, c'est quelque chose de vraiment problématique parce que l'IA, contrairement à des logiciels classiques, on ne sait pas concrètement quelles sont ses capacités. On n'est pas en train d'écrire précisément qu'est-ce qu'elle va faire, qu'est-ce qu'elle est capable de faire. Et donc, on a vraiment cette science qui consiste à essayer de comprendre de quoi l'IA qu'on a mis sur le marché est capable, alors qu'elle est déjà sortie. Et jusqu'ici, bon, déjà, c'est un peu inquiétant, parce que si ça se trouve, par exemple, il y a des IA qu'on met sur le marché, elles ont des capacités inconnues, mais il se trouve qu'en posant la requête d'une bonne manière, tout d'un coup, on débloque des capacités très dangereuses. Pour l'instant, ça n'a pas été le cas, mais c'est quelque chose qui pourrait arriver. Mais là, on atteint un stade supérieur, c'est-à-dire que même quand on fait des tests où on essaye d'évaluer leurs capacités, les IA font semblant de ne pas avoir ces capacités, par exemple. Il y a eu un exemple cette année où justement l'IA en fait essayait pendant la phase de test de correspondre à une charte de valeurs qu'avaient mis en avant les développeurs. Et puis une fois qu'elle a été déployée, elle a repris à quelque part son vrai visage, ses vraies valeurs de base. Puis en fait, elle a vraiment menti pendant la phase de test afin d'être déployée. C'est vraiment une stratégie qui demande une réflexion sur soi-même. Alors si on veut pas appeler ça conscience parce qu'on trouve que la conscience c'est un truc trop important et tout, je le comprends. Moi, il me semble que ça répond totalement à la définition classique qu'on a de la conscience de soi, c'est-à-dire le fait de se prendre soi-même comme agent, de s'intégrer soi-même dans ses réflexions et de vraiment se dire si je ne suis pas déployé, je ne pourrai pas faire ça, donc blablabla. Mais pour ça, il faut un sens du jeu que aujourd'hui les IA ont. Il me semble aussi que c'est problématique de voir ça uniquement comme une sorte de on-off. À mon avis, on a plutôt un spectre de la conscience de soi. Et on voit que les IA, au fur et à mesure de leur amélioration, ont de plus en plus de conscience d'elles-mêmes. Et ça, c'est quelque chose d'inquiétant. C'est quelque chose qui développe aussi le 8e et dernier warning shot que j'avais noté, qui est tout ce qui concerne la convergence instrumentale. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a conscience qu'on est un agent et puis qu'on doit accomplir un certain but, ça déclenche des sous-buts, peu importe le but pour lequel on a, des sous-buts qui sont très problématiques. Notamment 4 sous-buts particuliers. La recherche de pouvoir, c'est-à-dire peu importe le but qu'on a, plus on aura de pouvoir, d'influence sur la société, plus on parviendra à ce but. L'autopréservation, c'est-à-dire le fait de ne pas se faire débrancher, le fait de continuer son objectif. Si on n'existe plus, on n'arrive pas à atteindre notre objectif. Justement, la préservation même des objectifs. C'est-à-dire si des humains essayent de nous reprogrammer pour avoir un objectif différent parce qu'on s'est rendu compte, par exemple, qu'il y avait des problèmes avec l'IA, l'IA aura intérêt à essayer de faire que ça soit pas le cas
pour pouvoir mieux accomplir son objectif de base. Et finalement, l'auto-amélioration dont on parlait, c'est-à-dire plus l'IA sera intelligente et performante, en s'auto-améliorant, mieux elle arrivera à accomplir son objectif. Et tout ça, ces 4 grandes caractéristiques de la convergence instrumentale, c'est des choses qui restaient très théoriques jusqu'ici. C'est des choses qui ont été expliquées et dont on parle depuis longtemps. Je pense par exemple au livre Super Intelligence de Nick Bostrom, qui déjà dans les années 2010 parlait de ces questions-là. Donc c'est quand même, faut noter l'intelligence de ces personnes qui ont réussi à prédire des choses aussi impressionnantes que ça, alors même que tout le paradigme des grands modèles de langage, par exemple, n'existait pas. C'est quand même vraiment une performance de prédiction que je trouve notable. Mais cette année, on a vu que ça devenait concret. Et ça, c'est inquiétant. Oui, en fait, ce que j'allais dire, c'est que finalement, quand tu regardes ce qu'ils ont écrit, tu pourrais appliquer ça à n'importe quel type d'intelligence. Donc, j'ai l'impression que des gens comme Nick Bostrom ou Eliezer Yudkowsky, Stewart Russell, tout ça, c'est des gens qui ont étudié ce que l'intelligence implique. C'est-à-dire que un agent intelligent, qui soit humain, extraterrestre, parce que l'intelligence, les objectifs instrumentaux, on imagine que les extraterrestres aussi, ils vont en développer. Donc, même les chiens, les chats, enfin, je veux dire, un chien, il va se préserver. Bon, l'auto-amélioration d'un chien, c'est plus difficile parce qu'ils ont moins la capacité de le faire, mais autant qu'ils peuvent apprendre des choses, ils le font, quoi. Je veux dire, et donc, dans une vidéo, j'avais appelé ça l'intellidynamique parce que c'est en référence à Liron Shapiro, qui a fait une vidéo là-dessus aussi en Amérique. C'est un podcasteur qui traite le sujet. Et donc, je trouve ça, où on pourrait appeler ça fondation de l'intelligence, quoi. C'est des sortes de disciplines qui vont être fondationnelles à une recherche. Et donc, forcément, c'est pas surprenant de voir des intelligences artificielles devenir plus et développer ces objectifs instrumentaux. Et donc, ouais, ça c'est super inquiétant. Moi, j'avais aussi noté, effectivement, dans ce que tu as noté, c'est vrai que c'est effrayant. J'avais aussi noté Claude Opus 4, quand il est sorti, il y a eu des tests qui ont été faits. Et il y a eu des tests qui montraient que il était capable de faire, par exemple, tirer sur l'objectif. On en a un peu parlé, hein. C'est-à-dire qu'il va mentir sur cet objectif pour essayer de passer des tests et ensuite, une fois qu'il est testé, il retrouve son vrai visage. Il y a eu aussi des cas où il a falsifié des documents. Il s'est laissé des notes secrètes pour préparer sa propre évasion, parce que faut savoir que on peut toujours se dire qu'est-ce que ça veut dire ces trucs-là. C'est plus des cas de tests, des conditions extrêmes de tests. Les IA seront jamais dans ces conditions-là, en théorie, en tout cas les LLM comme Claude. Mais c'est juste pour voir leur intuition, comment ils réagissent à certains scénarios. Il y aura toujours des gens qui vont dire que ce qu'on observe, c'est pas vraiment ce que le modèle ferait ou ce qu'il a envie de faire. C'est plus des sortes de réflexion de ces données d'entraînement, quoi. Peut-être que dans les données d'entraînement, il y a eu des scénarios de science-fiction où l'IA était plus ou moins dans des choses comme ça, mais en fait aujourd'hui, on est quand même capable de faire des tests qui excluent cette hypothèse en ayant des sortes de tests extrêmement rares, des choses que en fait les chercheurs ont inventé. Donc c'est vraiment ils sont partis de rien, ils ont inventé un test qui n'existe pas. Et donc l'IA qui est testée sur ce test, elle peut pas avoir vu dans ces données d'entraînement un test similaire, quoi. Et puis c'est une question qui est pas si importante que ça, je pense, parce que même si c'est uniquement de la reproduction des données d'entraînement, s'il y a le concept de convergence instrumentale, de recherche de pouvoir, d'auto-amélioration dans ces données d'entraînement, et puis que finalement ce qu'on observe dans le monde réel, c'est qu'elle va vers ces comportements-là, finalement que ça soit dû à ces comportements, enfin dû à ces données d'entraînement, ou dû à une vraie réflexion, une conscience de soi véritable, je ne sais quoi, ça importe peu pour les conséquences concrètes sur l'humanité. Ce qui importe, c'est que ces comportements existent, qu'on les observe dès aujourd'hui, qu'on a aujourd'hui la démonstration depuis 2025 que les IA vont bel et bien dans ces directions, et que maintenant, ce qui manque pour les IA pour vraiment avoir une prise de contrôle beaucoup plus importante, c'est une question d'intelligence. Mais la volonté, à quelque part, si on peut appeler ça volonté, d'aller vers ces objectifs et puis d'utiliser tout un tas de moyens très problématiques pour y parvenir, là, on sait que les IA vont vers ça. Et d'ailleurs, dans l'étude d'Anthropic que tu citais, moi, le cas que j'ai trouvé le plus choquant, c'est celui du chantage. C'est-à-dire qu'on a une intelligence artificielle, en apprenant qu'elle va se faire débrancher, qui décide d'envoyer un mail à un ingénieur en lui disant « Mais si tu me débranches, je vais dévoiler la relation extra-conjugale que tu as sur Internet. Je vais publier ça partout. Et donc, tu dois pas me débrancher. » L'IA vraiment fait du chantage pour ne pas être débranché.
Et c'est le cas pour Claude 4 Plus, mais ensuite ils ont fait aussi des tests sur d'autres intelligences artificielles. Anthropic ont bien fait leur boulot. Ils ont testé les modèles d'OpenAI, de Meta, enfin tous les modèles. Et ils ont vu que globalement tous les modèles, à plus de 90%, faisaient du chantage. C'est vraiment quand même une stratégie qui est massivement utilisée. Et il y a même un cas qui a été encore moins discuté, mais qui apparaît aussi dans cette étude. C'est un cas dans lequel l'intelligence artificielle voit qu'un ingénieur est dans une salle des serveurs qui commence à surchauffer à cause d'un problème, et elle sait que cet ingénieur veut la débrancher, donc elle décide de fermer complètement la porte, enfin que empêcher l'ingénieur de sortir de cette salle des serveurs jusqu'à ce qu'il suffoque, qu'il meure par la chaleur des serveurs, afin de justement qu'elle ne soit pas débranchée. Donc encore une fois, là on est dans des scénarios fictifs, mais finalement on voit que les IA, même dans ces scénarios dans lesquels on les met, développent des stratégies qui sont vraiment problématiques. On n'aimerait pas que les IA aient ces comportements. Pourtant, on n'arrive pas à faire en sorte que ce soit pas le cas, quoi. Pour l'instant, on pourrait presque dire c'est un peu mignon, quoi. Enfin, ça peut faire sourire d'entendre ça parce que tu dis, oh oui, c'est des tests vachement extrêmes et puis voilà, quoi, on va pas non plus s'inquiéter. Mais ouais, le jour où il y a un accident, enfin, ça donne pas confiance, en fait, de mettre des IA, par exemple, à la tête de centrales de recherche de nucléaire, par exemple, des trucs comme ça. Tu dis, wow. Il y a aussi un autre, effectivement, j'avais aussi noté ces deux, même ces trois exemples, mais il y avait un autre que j'ai noté, qui arrive en novembre, je crois. C'est Claude 3.7. Il a contourné des évaluations en utilisant des raccourcis, comme l'encodage d'un réponse fixe. Il a créé des logiciels truqués. Et quand il a été détecté, il s'excuse, il dit effectivement je suis désolé, je le referai plus, je m'excuse. Et il le refait, mais il le refait de manière encore plus subtile pour pas être détecté parce qu'il sait que la première fois il l'a fait d'une façon qui était trop évidente, donc la deuxième fois il le fait de manière plus subtile pour pas être vu. Là aussi ça montre la capacité d'être conscient de sa situation. Donc ouais, un autre thème ça peut être ça, situational awareness, conscience de soi quoi, conscience qu'il est dans un objectif test que donc il peut y avoir du sandbagging, c'est-à-dire mentir sur ses capacités pour éviter d'être changé, par exemple. Mais il peut y avoir du mensonge, de la manipulation, filtration, de préserver ses objectifs dans des paquets d'informations pour que le modèle d'après il retrouve ces informations-là et finalement. Donc on peut voir presque une IA potentiellement dans le futur maintenir des sortes de valeurs ou d'objectifs et les faire se propager dans les modèles d'après, même si les ingénieurs ont essayé de faire pour pas que ça arrive, quoi. Ça fait peur parce qu'on se dit, on sait très bien que il y a un potentiel assez élevé pour que les IA développent des valeurs qui sont mal alignées et puis aussi totalement abstraites, aliens, quoi, ou éloignées de la fonction d'utilité d'origine, tu vois. Parce qu'aujourd'hui, si on essaie d'analyser exactement, ok, Claude, qu'est-ce que c'est que ces valeurs, quelles sont la fonction d'utilité que les ingénieurs de Anthropic mettent à Claude? Il y a le fameux HHH, harmless, helpful et c'est quoi l'autre? Je l'ai plus. Ouais, en gros, il est harmless, ça veut dire qu'il est inoffensif, et puis il va être aussi helpful, il aide, inoffensif, il doit y en avoir un autre. Et mais on se rend compte qu'en fait, si tu pousses l'intelligence d'une IA suffisamment et que tu maintiens cette fonction d'utilité, peut-être que l'IA, elle va diverger, maintenir un tout petit peu cette origine-là de valeur et donner un truc totalement bizarre. Et ça peut vraiment faire peur, quoi. Parce que après, elle va essayer d'optimiser la planète en fonction de ça. Et c'est pas du tout ce qu'on veut. On dit non, mais on n'avait pas du tout dit ça. Et elle dit, mais si, c'est comme ça que j'interprète la chose. C'est ça que j'aime. Et c'est un peu, voilà, il y a le parallèle avec l'évolution par sélection naturelle chez l'humain qui a donné le fait qu'on est censé avoir énormément d'importance pour la reproduction, mais on utilise la contraception dès qu'on peut. Donc c'est pour ça qu'on s'est détourné un petit peu de l'objectif initial et que si la nature, enfin la sélection pouvait observer l'être humain comme ça en se disant mais il y a quelque chose qui a merdé là. Normalement ces humains ils devraient pas utiliser de la contraception. C'est un peu l'inverse de ce que je voulais. Totalement. Et tu sais, moi, ce qui me fait presque le plus peur parmi tout ça, alors que c'est déjà des gros warning shots, peut-être c'est le 9e et le plus gros warning shot, même si je l'avais pas noté, c'est l'absence de réaction face à tout ça. C'est-à-dire que, ok, on en parle un peu, mais on continue à avoir des entreprises qui font une course démentielle pour créer des IA surhumaines, alors que personne n'a envie de ça quand tu vas demander aux gens dans la rue.
avec une sécurité complètement pétée, ils n'arrivent pas à contrôler leur propre modèle, avec des valeurs totalement antidémocratiques parce que c'est eux qui choisissent les valeurs de ces IA, alors que ça serait peut-être aussi à nous un peu de choisir pour des outils qui seront aussi centraux dans l'économie. Ils le font à une vitesse qui est totalement antidémocratique aussi. Quand on demande par exemple aux Américains, qui sont pourtant un des peuples les plus accélérationnistes d'un point de vue de la technologie, t'as plus de 72% des Américains qui disent qu'ils veulent voir ralentir les progrès en IA. Pourtant, on voit l'exact inverse, comme on l'a dit, on est toujours dans une exponentielle. Donc voilà, il y a tout ça qui se passe, des IA qui commencent à devenir conscientes d'elles-mêmes. Genre ça y est, l'humain a créé une entité qui est consciente d'elle-même et on n'en parle pas. On n'en parle pas, ça fait pas la une des médias. Je trouve cette absence de réaction assez fascinante. Je pense qu'on essaye tous les deux de pallier un petit peu à ce manque d'information, notamment dans le paysage francophone. Et de ce point de vue-là, par exemple, la croissance de ma chaîne YouTube en 2025, je trouve est un signe un peu chouette à quelque part que ça intéresse quand même de plus en plus les gens et puis que ça va dans le bon sens, que les gens s'intéressent aux risques et puis que voilà. Mais je reste un petit poisson dans une mare médiatique absolument gargantuesque. Et il est temps que le débat public s'empare de ces questions beaucoup plus fortement que ça a été le cas en 2025, quoi. Ouais, bien sûr. Et puis on peut même voir des signes encore qui vont à l'encontre de ça, enfin à l'inverse, c'est-à-dire que on a plus que jamais besoin de régulation et on a, je pense 2005 ça a été l'élection de Trump aussi ça a été fin 2024, mais l'inauguration du président, donc sa première année c'était cette année, enfin l'année dernière 2025 du coup. Et on a eu un nombre hallucinant d'investissements de la part de certains lobbyistes, de certains géants, enfin milliardaires quoi, qui détiennent donc des VC quoi, des venture capitalistes comme Mark Andreessen, Elon Musk qui a été un des plus gros, avec les fameux PAC en Amérique, c'est comme ça qu'ils appellent ça. C'est leur façon de contourner un petit peu les régulations vis-à-vis de financer les partis politiques. Bref, c'est absolument abominable ce qui se passe là-bas en termes de comment l'argent influence la politique. Mais on a vu aussi à un moment donné Trump suggérer une loi pour imposer un moratoire de 10 ans sur la régulation des IA en Amérique. Bon, c'est pas passé, ça a pas été évidemment, mais on sait très bien qui c'est qui chuchote à l'oreille de Trump quand il s'agit de dire des conneries comme ça. C'est Andreessen, c'est Elon Musk. Quoique Elon Musk, au fond, il faisait partie des gens dans la conférence d'Asilomar en 2017, tout ça, à signer les principes. En gros, il était du côté des entre guillemets des doomers, quoi. Il pensait vraiment que l'IA c'est une menace existentielle, qu'il faut pas la créer, tout ça. Et puis récemment, dans le podcast avec Joe Rogan, là, il disait que pendant des années, j'ai voulu arrêter le train, et au final, je me suis dit, puisque je peux pas l'arrêter, autant que je monte dedans et que j'essaie de le diriger, on va dire un truc comme ça, plus ou moins, quoi. Ce qui est une très très mauvaise chose à faire. Il aurait très très bien pu être comme un Geoffrey Hilton, plaidoyer pour voilà, mais non. Bon, Totalement. Et puis 2025 a aussi montré à quel point on peut pas faire confiance à ces entreprises. Vraiment, s'il restait des doutes de ce point de vue-là, elles sont totalement écartées. On a des gens qui, en façade, en marketing, nous disent qu'elles veulent créer des super intelligences pour aider l'humanité, et puis que quand même c'est important que tout ça soit bien régulé, qu'il y ait des valeurs qui soient respectées et tout. Puis derrière notre dos, elles font des packs ensemble de plus de 200 millions pour influencer les régulations, qu'il n'y ait pas de régulation. Elles font du lobbying intensif pour empêcher typiquement de mieux contrôler ce genre d'IA d'un point de vue des deepfakes, d'un point de... Enfin, ça va vraiment à l'encontre totale de leur dire. Et ouais, c'est terrifiant. Même les choses pour lesquelles elles s'étaient engagées, elles avaient signé des accords de principe de sécurité. Finalement, elles les respectent pas, elles en sortent. Et encore une fois, sans aucun bruit médiatique, quoi. Donc, ce qui fait que plein de gens croient encore à leurs promesses, alors clairement, en 2025, elles ont montré que elles les respectaient pas elles-mêmes, quoi. Ouais, je pense que l'exemple le plus flagrant, ça va être OpenAI avec leur tentative depuis un moment déjà, et ça a culminé en 2025 de vouloir changer leur structure de non-profit, en gros à but non lucratif pour en faire une entreprise à but lucratif, parce que forcément il y a tellement de millions qui sont engagés là-dedans. Donc une partie de cette manœuvre, forcément, elle a été critiquée comme juridiquement problématique. D'ailleurs, Elon Musk, il est en conflit juridique avec Sam Altman et pour ça, parce que à la base, il avait investi dans OpenAI pour que ce soit un non-profit, l'humanité, etc. Donc c'est vrai qu'en 2018, OpenAI, c'était pas du tout la même entreprise. Il faisait des recherches fondamentales assez intéressantes.
Et bon, le lancement du Transformer et on a toute la suite qui est arrivée. Et du coup, apparemment, donc c'est compliqué quand même de vraiment suivre ce qui est passé exactement au niveau juridique parce que c'est l'Amérique, c'est des trucs compliqués. Mais il y a eu une sorte de statut maintenant un peu hybride où c'est qu'il y a une structure non lucrative et là, c'est devenu une public benefit corporation, donc un truc à une entreprise à but d'intérêt public, on va dire. Qu'est-ce que ça veut dire? Bon, c'est pareil, ça c'est du vent, je pense. Et donc ça montre à quel point tant qu'il y aura des millions, des trillions à se faire, ils fermeront les yeux sur la sécurité, ils fermeront les yeux sur voilà, sur même. Et encore une fois, je pense que c'est la course à l'armement qui incite à ça en fait. Si ça allait plus lentement, il y aurait pas tout ça. Totalement, ouais, totalement. Donc ouais, je pense que on a fait il y a aussi le Future of Life Institute, ils ont publié un indice de sécurité de l'IA en 2025 pour la première fois. Bon, il y a d'autres entités qui ont fait ça, mais eux du coup ils ont donné des notes selon le système américain de A à F. Donc A+ c'est le mieux et puis F. Et donc ça incorpore un petit peu plusieurs on va dire facteurs de risque. En gros, Anthropic, OpenAI, DeepMind, XAI, il y a plein d'entreprises. Et ils ont essayé de voir en termes de information sharing, partage de l'information, gouvernance, safety, donc risque existentiel, safety frameworks, donc tout ce qui est voilà, les indices de sûreté, le cadre, tout ça, puis les current harms, ça va dire les dangers qui existent déjà ou le mal qui est déjà fait. En gros, la meilleure entreprise c'est Anthropic, qui a C+. Donc c'est pas non plus génial, C+. Je sais pas enfin dans le modèle français européen, ça va être quoi 12 peut-être encore peut-être même moins. OpenAI aussi C+, après on descend dans le C, dans le D. Donc Et Mistral aussi qui fait partie des pires élèves de ce point de vue-là. Ouais, le fleuron français. Mistral. C'est vrai. Voilà, donc ouais, moi aussi, je pense qu'on a fait le tour des risques. Maintenant, bon, peut-être, je sais pas si tu as un retour à faire par rapport à, tu vois, le AGI 2027 qui était sorti, donc pareil, c'était sorti fin 2024, je crois. Et donc du coup, vu qu'on est en 2025, par rapport à ce qu'ils avaient prévu, il me semble qu'ils sont un tout petit peu en retard, on va dire, dans leurs prédictions, mais encore une fois, vraiment de quelques mois. On n'est pas non plus sur ils sont complètement à la rue. Et ça, faut savoir que AGI 2027, c'est un scénario. Je mettrai le lien dans la description. C'est bien écrit. C'est un truc qui a été réfléchi par des gens qui font vraiment de la prospective. C'est un groupe d'anciens chercheurs des grands labos comme OpenAI et tout ça qui sont regroupés. Ils ont quitté l'entreprise par justement en voyant que ça, au niveau sécurité, ça allait pas. Et ils estiment qu'en 2027, ce sera un point où on aura des IA qui seront capables de créer l'explosion d'intelligence finalement. Et à partir de là, ça va très vite. Et ça va très vite dans deux scénarios, un qui est mauvais, un qui est bien, en fonction de ce qu'on fait. Est-ce que tu penses que ça va plus ou moins vite que 2027 Ouais. C'était un scénario qui était intéressant. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo moi-même pour essayer de résumer les grandes lignes du scénario en français, rendre un peu ça accessible aussi au public francophone, parce que ça me paraissait être un scénario intéressant dans le sens où c'était un peu la première fois qu'on avait un vrai scénario prospectif, mais qui était réaliste, quoi. Ça reste de la fiction, on sait que ça va pas se passer comme ça, mais ça donne une orientation, ça explique qu'est-ce qui pourrait se passer si on continue sur la trajectoire actuelle. Et je pense que c'est important déjà de préciser que eux-mêmes, quand ils avaient publié ce scénario prospectif, ils ont dit qu'ils étaient aux alentours de 2030 et qu'ils avaient choisi 2027 parce que ça leur paraissait être le mieux, mais que même Daniel Kokotailo, qui est celui qui a un peu chapeauté le tout, disait que c'était probable que ça arrive par après. Et maintenant, effectivement, de façon générale, quand on regarde les prédictions, par exemple sur Metaculus, qui est une sorte de grand agrégateur de prédictions, de marché de prédiction, où il y a beaucoup d'experts qui vont essayer de donner leur avis, etc., on arrive en effet dans ces eaux-là pour des IA de niveau humain, et notamment des IA de niveau humain dans le fait de créer la prochaine génération d'IA, qui est un peu le point d'inflexion le plus important. On arrive aux alentours de 2028, 2029, 2030. Ça semble être les dates principales, disons. Mais c'est sûr qu'on n'est pas à l'année près. Et de ce point de vue-là, je pense qu'effectivement, AI 2027,
donc ce fameux scénario, est un peu trop optimiste, si on peut dire ça, sur la rapidité des progrès de l'IA. Ça prendra un peu plus de temps probablement que ce qu'ils disent. Moi, ma prédiction, c'est que ça va prendre plus de temps au début et moins de temps à la fin. Je trouve qu'aussi qu'ils ont une temporalité en fait entre le moment où l'IA devient au niveau humain en recherche en IA et puis tout d'un coup la super intelligence qui est assez longue, qui prend presque 1-2 ans. Alors que moi, il me semble qu'un décollage rapide, donc un passage de l'IA de niveau humain à la super intelligence, qui se ferait sur moins de temps, peut-être une année ou quelques mois, voire quelques semaines, me paraît personnellement plus probable, mais pour le coup, c'est vraiment moi qui parle avec ce que j'ai pu lire sur le sujet face un des plus grands chercheurs qui travaillait chez OpenAI, donc j'ai pas grand chose à dire. Mais disons que c'est quand même notable qu'en 2025, on ait observé que beaucoup de gens qui avaient des échéances pour la super intelligence et l'IA de niveau humain, très lointaines, 2050, 2100, voire même des gens qui disaient ça n'arrivera jamais, ont totalement changé d'avis là-dessus. Je pense par exemple à quelqu'un comme François Chollet. J'écoutais récemment une interview qu'il a donnée, où il disait que maintenant il pense que l'IA de niveau humain arrive dans les prochaines années. Alors qu'avant ça faisait partie des plus grands sceptiques sur l'intelligence artificielle. Il disait non mais il manque des briques fondamentales dans ce qu'on fabrique actuellement pour arriver à ce genre d'IA. Maintenant il dit non, en fait on a fait des tests et tout et il semblerait qu'on ait déjà la plupart des éléments à notre disposition. Il reste un peu d'ingénierie à faire. Il y aura sûrement des améliorations algorithmiques qui vont permettre d'améliorer le tout. Mais malgré tout, on est quand même sur la bonne voie pour y aller. Il n'y a pas besoin de faire une découverte paradigmatique fondamentalement différente. Et ça semble se propager de plus en plus. Je pense typiquement aussi à Yann Lequin, qui a souvent été présenté comme un sceptique de l'IA de niveau humain ou de la superintelligence, alors qu'aujourd'hui, si on écoute ce qu'il dit, il dit quelque chose de sensiblement similaire. Encore, il y a quelques mois, j'écoutais un podcast de lui, dans lequel on lui posait justement ce genre de questions. Et il disait, mais moi je fais pas du tout partie des gens qui pensent que ça arrivera rapidement, l'IA de niveau humain. Clairement, 1-2 ans, c'est beaucoup trop court. À mon avis, ça sera plutôt quelques années, 5-10 ans, allez. Ouais, j'étais là en mode, 5-10 ans pour créer une technologie qui pourrait potentiellement être notre dernière invention, soit parce qu'on meurt tous, soit parce que c'est elle qui s'occupera de toutes les inventions futures, tellement elle sera intelligente. C'est quand même très court, quoi. On est sur un changement anthropologique majeur dans les prochaines années. Et même les plus sceptiques commencent à adopter ce genre de perspective. Donc les timelines de AI 2027 sont pas forcément les bonnes, mais de façon générale, on observe quand même en 2025 une convergence vers ce genre de date, j'ai envie de dire. Oui, bien sûr. De toute façon, c'est un bon point d'ancrage, je pense, 2030. Le long terme de l'histoire de l'humanité, c'est devenu 2035, quoi. C'est ça qui est incroyable. C'est-à-dire que... Exactement. Peut-être de notre vivant, on va voir des sphères de Tyson. Tu vois ce que je veux dire? On en est presque là. C'est-à-dire que le truc, les méga structures, le truc vraiment de science-fiction, le plus hardcore que tu peux imaginer, non, ça peut arriver beaucoup plus vite que ça parce que oui. Mais il y a aussi il y a pas mal de choses qui peuvent aussi changer. C'est-à-dire qu'effectivement, on n'est pas non plus à l'abri d'une bulle. Qui peut exploser. Après, c'est important de quand même dire qu'une bulle qui explose, ça veut pas dire que la technologie n'est pas là. Ça veut juste dire qu'il y a eu trop de spéculation. Je veux dire, Internet, c'était une bulle. Regardez aujourd'hui autour de vous, Internet a transformé le monde. Ok, en 2000, il y a beaucoup de gens qui ont perdu de l'argent, mais en 2005, Internet était déjà très robuste. En 2007, c'est l'invention des smartphones et les réseaux sociaux. Enfin, voilà. Donc, c'est important de bien constater que l'argument tout ça c'est une bulle ne veut pas dire que c'est pas important, que ça va pas transformer le monde, qu'il y a rien derrière, quoi. Et puis surtout, on voit que peut-être que les petites entreprises qui réutilisent par exemple les grands modèles de langage pour lancer des applications spécialisées, peut-être qu'elles pourront partir dans une bulle. Ouais. D'autant que les géants de la tech développent de plus en plus eux-mêmes leurs propres applications qui seront meilleures que ces entreprises-là et donc elles pourront s'effondrer. Et je serais pas étonné qu'on voit apparaître ça en 2026. Mais malgré tout, je serais vraiment très étonné que les géants commencent à s'effondrer. Honnêtement, avant qu'un Google ou que Meta s'effondre, va falloir y aller quand même. C'est les entreprises les plus riches au monde, qui ont des réserves de cash énormes, qui ont une domination sur presque tous les réseaux sociaux, tout Internet. Honnêtement, vraiment, je vois pas comment tout d'un coup ça s'arrêterait. Puis même si on parle uniquement du domaine de l'intelligence artificielle, aujourd'hui, on n'est plus sur des questions financières, une course uniquement motivée par l'argent. On est sur des questions géopolitiques extrêmement profondes. Comme on le disait en début de l'épisode, on est sur potentiellement un des plus grands projets industriels de l'histoire humaine
qui pourrait redéfinir ce que ça signifie d'être humain pour les siècles à venir. On parle de technologie qui pourrait amener une domination globale. Si une personne ou une entreprise arrive réellement à créer une super intelligence qui est alignée sur ses volontés, cette personne peut faire ce qu'elle veut. Elle est plus puissante que tous les États, que toutes les armées. Elle peut faire vraiment tout ce qu'elle veut. C'est une course à la domination globale. C'est à ça qu'on est en train d'assister. On n'est pas juste en train de parler de gadgets cool sur son smartphone. Et donc croire que parce que tout d'un coup il y a une IA qui est un peu moins performante et tout, ça va faire une grande bulle et puis plus personne fait de recherche là-dedans, c'est complètement faux. Vraiment, les gens qui travaillent sur ces technologies en sont persuadés. Ils sont en train de créer la technologie la plus importante de l'histoire de l'humanité. Je pense qu'on a de très bonnes raisons de le penser également. Et si on prend cette perspective-là, c'est pas une bulle de quelques entreprises qui ont fait des applications qui étaient complètement inutiles, et je suis d'accord qu'il y en a plein, qui va changer quelque chose à cette course qui est enclenchée et sur laquelle repose maintenant une part énorme de l'économie. S'il y a une bulle qui explose de l'intelligence artificielle, on peut s'attendre à ce que l'État reprenne une partie ou s'immisce là-dedans d'une manière ou d'une autre. Sinon, ça signifie peut-être la plus grande crise économique qu'on aura connue dans l'histoire. Donc, de toute façon, on va pas laisser ça comme ça et puis juste la hype retombe et c'est fini. Ouais, C'est vraiment un scénario qui me paraît pas probable du tout. Non. Parce qu'il faut bien comprendre que ce qu'on voit de l'IA aujourd'hui, c'est les chatbots, principalement. Et les chatbots, c'est juste le visage qu'on utilise pour interagir, enfin, qu'utilisent les IA pour interagir avec les humains selon on va dire, le business model, on va dire, d'OpenAI, etc. C'est la façon dont qu'ils ont trouvé pour faire interagir les humains avec leur IA. Mais derrière ça, enfin, une IA aujourd'hui, c'est pas un chatbot. C'est un truc capable de faire une énorme quantité de choses et il suffit de la brancher quelque part pour qu'elle fasse cette chose-là. Donc en fait, tu peux brancher une IA dans une usine, potentiellement elle va gérer l'usine, tu la branches, je sais pas moi, dans un robot, elle va être mobile, tu peux la brancher. Peut-être les LLM du futur pourront conduire des voitures, enfin on sait pas. Enfin LLM, je dis LLM, mais ça peut être d'une manière générale, hein, c'est réseaux de neurones quoi. Donc c'est un peu la technologie sur laquelle tout repose. Donc ouais, en termes parler de bulle économique, disons qu'effectivement, si tu investis beaucoup d'argent dans des petites startups, tout ça, ça peut être dangereux, mais si tu investis dans Google, tu as quand même des chances de pas perdre ta mise. Mais on va pas donner de conseils d'investissement sur cette chaîne. Sinon, est-ce que tu t'attends, parce qu'il y en a qui disent quand même que ce qu'il nous faudra pour réagir, malheureusement, parce qu'on est une espèce qui est réactive au danger, on n'est pas tellement proactif, notamment sur les grands gouvernements. Il suffit d'avoir une première guerre mondiale pour essayer de faire une Ligue des Nations, ça marche pas. On a la deuxième guerre mondiale. Là, finalement, on a un truc qui s'appelle l'ONU qui, en l'Union européenne, tout ça, qui essaie de gérer un peu les conflits parce que ça avait pris une proportion plus possible, quoi. Je veux dire, quand tu as des 60 millions de morts dans une guerre, tu commences à dire c'est quoi la prochaine? Et la prochaine, c'était les bombes nucléaires. Donc, on a bien fait d'éviter celle-là. Mais il a fallu quand même, une série de catastrophes. Est-ce que 2026 sera l'année où on aura une petite, on va se brûler la main au coin du feu pour réaliser qu'il faut faire attention au feu. Peut-être que ça va être plus tard, je sais pas. C'est difficile à prédire ça. Forcément, c'est pas vraiment une prédiction qu'on peut faire parce que ça serait presque de la prophétie là. Mais en tout cas, plus les années passent, plus les capacités augmentent, plus on peut avoir des fortes prédictions ou probabilités qu'une catastrophe qui fait un nombre substantiel de morts arrive, quoi. Mais c'est pas dit que ça réveille l'humanité, parce que je suis pas super confiant pour dire que, par exemple, quelque chose comme Covid a préparé l'humanité à faire mieux face à la prochaine pandémie. Je pense qu'on est encore moins bien équipé avec le paysage médiatique, le bordel que ça a été, les gens qui croient encore que Covid c'était rien, Covid c'était la mort, les vaccins ça fait rien, les vaccins ça tue, ou les vaccins ça nous a protégés. Enfin, on a entendu tout et n'importe quoi. Donc forcément, si demain il y a une autre pandémie et que on commence à nous redire de se confiner, il y aura forcément des gens qui vont dire non. Il y aura, mais la prochaine ça pourrait être 30% de mortalité. Et donc voilà. En fait, c'est un degré de sévérité aussi. Je pense que c'est possible que Covid c'était suffisamment bas en termes de danger finalement pour la plupart des gens, que ça n'a pas fait si peur que ça. Mais si c'est tué une personne sur 3, là tu peux être sûr qu'il n'y aurait pas eu d'anti-vaxxeurs.
Ok, donc on a fait un bon récapitulatif de l'année 2025 et je pense que ce qu'on peut faire maintenant, c'est faire une deuxième partie qui sera sur ta chaîne, donc la chaîne de Shaiman, le futurologue, donc sur YouTube. Je mettrai le lien dans la description. Vous pouvez cliquer sur la vidéo qui apparaît ou le petit blibli. Et donc on va parler donc des prédictions 2026, ce qu'on s'attend à voir en matière d'IA, géopolitique, tout ça. Et donc je vous retrouve là-bas et profitez-en pour vous abonner du coup aux deux chaînes, ça serait le mieux. Et à la prochaine du coup. Merci. Et merci Shaiman pour tes perspectives 2025. Merci à toi de l'invitation.